on the world. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Incorrectibles. Alors ce soir, mon invité revient me voir après deux passages qu'on fait énormément parler. C'était d'ailleurs il y a assez longtemps. Il est écrivain, essayiste, scénariste, parfois même polémiste malgré lui ou pas. Il est souvent là où on ne l'attend pas. Il est avec nous ce soir pour parler évidemment de politique, de pouvoir, de gauche, de liberté de parole et de tout ce qui se joue ou ne se joue plus. Il a sorti le mois dernier son nouveau livre « Psychologie » aux éditions Amsterdam, un ouvrage où il dissèque avec humour les affects de la société bourgeoise à partir de situations vécues, observées ou fictives. Je suis très heureux donc de le réaccueillir ce soir dans Les Incorrectibles, bien qu'étant, me disait-il, un libéral autoritaire. François Bégodeau, bonsoir. Bonsoir Je Eric. parlais de moi, bien entendu. Oui, oui. Eh bien, ça faisait longtemps, en effet, qu'on ne s'était pas vu. Je croyais que vous ça me fait faisiez la 2 tête. ans. Oui, c'est ça, mais je croyais vraiment qu'après cette dernière entrevue, en plus, c'était vous qui m'aviez plutôt chargé. Donc, Ah non, je ne faisais sûrement pas la tête parce que vous aviez fait quelque chose qui était vachement bien. j'avais tout laissé. C'était que le moment où je vous prenais, où Ouais. je vous malmenais ben, un Je peu, coupe rien. je me disais, il avait quand même la liberté de ne pas le monter, de ne pas le retenir au Ouais, peut-être montage, comme et vous l'aviez Ardisson est fait. coupé. Merci. Et là, respect. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup de le relever. En effet, non, mais pour moi, la question ne se posait même pas une seule seconde. Alors, on va parler de plusieurs sujets. Si vous le voulez bien, on va dans un premier temps parler de la gauche, puisque je crois que vous êtes de gauche. Il paraît, ouais. Il paraît, voilà. Mm. Donc, on a intitulé ce premier thème, en tout cas, La gauche a-t-elle trahi les classes populaires ? Avant d'en parler plus en détail, je suppose, ça n'aura échappé à personne que vous avez vu qu'il y a un livre qui fait beaucoup parler cette semaine, qui s'intitule La Meute, sorti par deux journalistes de Libération et du Monde en plus, donc deux journalistes plutôt de gauche, voilà, qui allument Jean-Luc Mélenchon et la secte, soi-disant, des Insoumis. Première réaction, je crois que c'est Manuel Bompard qui disait qu'il pensait que ça allait faire pchit. Apparemment, ça ne fait pas pchit, on en parle beaucoup de ce livre. Quelle est votre réaction sur ce qu'ils décrivent ? Moi, je pense que si je rencontrais un jeune écrivain ou une jeune écrivaine de 24-25 ans qui essaie de percer dans le milieu de l'édition, et pour ça, il faut se faire connaître, il faut être publié, puis après, il faut que le livre soit médiatisé. Je lui dirais, fais un livre contre les Insoumis. Tu auras comme ça la certitude d'être invité sur tous les plateaux. Tous les plateaux. Et c'est pour ça que ce livre que je ne lirai pas, parce que je n'ai pas que ça à faire et que ce n'est pas le genre de livre que je lis, eh bien, j'en ai déjà beaucoup entendu parler, alors qu'il est sorti là, à l'heure où on se parle, bon, je sais pas, il y a quelques jours. Ils sont invités partout, parce qu'évidemment, les médias mainstream, les médias dominants, les médias adorent cracher sur les Insoumis. C'est quand même leur sport préféré. Moi, je ne suis pas un grand fan des Insoumis, tous les gens qui me suivent le savent, et pour plein de raisons. Et je pense que d'ailleurs, le livre pointe des déviances au sein de ce mouvement ou de ce parti qui ne dit pas son nom, qui sont réelles. Des déviances autocratiques, en tout cas une organisation autocratique, bon, c'est-à-dire que j'ai pu constater d'ailleurs à travers quelques amis qui ont un peu végété dans cette orbite-là. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que le livre est totalement mensonger, c'est pas ça que je dis. Je dis que d'écrire contre les Insoumis, et notamment de déglinguer la gueule de Jean-Luc Mélenchon, c'est le sport préféré des médias mainstream. Il faut quand même le savoir. Il est l'ennemi officiel des médias. Ce qui en dit long. Déglinguer des gens, donc honnêtement, vous trouvez ça injuste ? Ah mais j'ai pas dit que j'allais m'apitoyer ou faire preuve de compassion vis-à-vis du pauvre petit Jean-Luc. C'est pas ça que je dis, mais ça nous permet quand même d'avoir une carte un peu précise de l'idéologie dominante au travail dans les médias mainstream. Cette idéologie dominante a décidé de constituer comme ennemi absolu les Insoumis, et non pas l'extrême droite. Donc je pense que ça nous donne un petit indicateur pour colorer, je veux dire, les médias mainstream qui sont à peu près tous de la même couleur avec des nuances de gris. Bah, pour une fois que ça change d'axe, parce que finalement, le procès qui était fait continuellement à ces gens que vous qualifiez d'extrême droite, finalement, à l'époque, vous en offusquiez pas tant que ça, non ? Ah ben moi, j'avais ni à m'en offusquer, c'est-à-dire que de la même façon que je ne vais pas me porter au chevet de Jean-Luc Mélenchon, j'avais encore moins de propension à me porter au chevet de l'extrême droite à l'époque. Ils se démerdent, je veux dire, j'ai pas que ça à faire quand même d'aller me faire l'avocat de l'extrême droite. Mais ça, c'est une façon un peu, comment dire, superficielle de voir les choses. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce qui est maintenant le point d'inimitié principal des médias mainstream, c'est les Insoumis. Contre lesquels, d'ailleurs, beaucoup de journalistes, tout à fait en vue et tout à fait en place, mettent souvent en avant, à l'inverse, la bonne tenue des députés du Rassemblement national,
la responsabilité, le sens des responsabilités de M. Bardella, de Mme Le Pen, etc. C'est quand même intéressant comme phénomène précisément pour des gens comme vous et moi qui avons connu effectivement l'époque où le diable c'était le RN, le FN à l'époque. Ceci a bien Le changé. parti qu'on qualifie d'antisémite. Tout Aujourd'hui, entre autres choses. c'est LFI. Absolument, absolument. Avec quand même, Enfin, qu'on pour moi, qualifie ça a d'antisémite. très largement un caractère diffamatoire. Mais indépendamment de ça, qui serait un autre gros dossier, il faut quand même mesurer le parcours qui a été accompli ou fait par les médias ou par l'idéologie dominante, moi je dirais par la classe dominante, dans mes termes à moi, depuis une vingtaine d'années. La classe dominante est farouchement et fondamentalement passée à droite, quoi. Mais du côté d'une droite dure. Ce qui fait que maintenant, elle peut envisager avec une relative sympathie, une certaine tendresse, non seulement le Rassemblement national, mais la possibilité de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Et l'ennemi juré de tous ces gens qui font pour moi, qui forment un bloc, c'est incarné sur les scènes politiques, politicardes, par les insoumis. Et ça donne donc un livre comme celui-là, qui est vraiment accueilli à bras ouverts par tous les médias. C'est quand même ça qu'on observe depuis quelques jours. C'est quoi les critiques que vous pourriez faire, vous le disiez, que LFI finalement c'était pas votre tasse de thé tant que ça finalement. C'est quoi les critiques que vous pourriez faire à la France Insoumise? Je ferai à la France Insoumise le procès, ou en tout cas la critique structurelle et fondamentale que je ferai à tous les partis. Pour moi, les partis politiques sont la plaie de la démocratie. Les partis politiques, puisque les partis politiques sont des machines électorales, sont des machines à gagner des élections et à octroyer à leurs membres des postes. En fait, c'est un travail, c'est une petite entreprise. Une entreprise qui doit s'arranger pour qu'il y ait un maximum de salariés qui soient pérennisés dans leur salaire. C'est ça qui se passe. C'est une professionnalisation de la politique. Or, pour moi, la politique n'est pas un exercice de professionnel ou qui appelle une certaine professionnalisation. C'est l'inverse. Je pense que la politique doit fondamentalement rester amatrice. Donc, les professionnels de la politique, que sont aussi les insoumis, au même titre que les Républicains, au même titre que Renaissance, au même titre que Reconquête, au même titre que le RN, au même titre que tous ces partis, qu'ils s'appellent partis ou pas, eh bien, ils travaillent avant toute chose à leur propre pérennité. Et pour ça, c'est des machines à se présenter aux élections et à essayer de briguer autant de mandats que possible, autant de strapontins que possible pour pouvoir alimenter la machine. Et donc, l'AFI est tombé exactement dans cet écueil-là. C'est un parti maintenant qui est strictement et exclusivement concerné par les élections, et en plus par la pire d'entre elles, par la pire d'entre les élections, à savoir l'élection présidentielle, qui est sans doute la moins démocratique, la plus spectaculaire, la plus folklorique, et celle qui provoque un abêtissement général pendant 6 mois. Parce qu'elle est très personnalisée, elle est très centrée sur les personnes, et non pas vraiment sur les idées. Et donc, donc l'AFI maintenant, ils se lèvent le matin, tous les gens de l'AFI se lèvent le matin en se disant comment est-ce qu'on peut avoir une micro-chance de gagner les élections et de porter au pouvoir M. Mélenchon, notre guide suprême. C'est ça. En fait, ils sont occupés 24/24 par ça. Je dirais au mépris et aux dépens d'un certain nombre de situations réelles, de situations sociales sur lesquelles il ferait mieux d'intervenir. Et j'aimerais revenir justement sur ce procès que beaucoup de journalistes leur font, à savoir ce procès d'antisémitisme. Vous en pensez quoi, vous ? C'est évidemment un procès dégueulasse, de toute façon. Et pas justifié, à la base, on pourrait dire très calmement, parce que ce sont des sujets sur lesquels il faut être calme, qu'en admettant qu'il y ait des petites particules d'antisémitisme au sein de l'AFI, ce que je ne peux pas exclure, quand bien même il n'y en aurait pas, de toute façon, on leur aurait fait ce procès-là. C'est ça qui est important, si vous voulez comprendre la façon dont ils sont traités médiatiquement. À partir du moment où ils ne se portaient pas au secours de la victoire génocidaire de Netanyahou, et qu'ils émettaient un certain nombre de réserves sur ce qui était en train de passer à Gaza, à partir du moment où ils alertaient sur le sort des Palestiniens, notamment depuis le 7 octobre, mais en fait, pour tout dire, depuis des décennies, alors évidemment, on leur faisait, comme d'habitude, un procès en antisémitisme. Quand bien même ils n'auraient aucune particule d'antisémitisme en eux. C'est bien de ça qu'on parle. Donc c'est une espèce de manœuvre idéologique absolument dégueulasse. Et elle vient d'où, d'après vous, alors ? De la classe dominante. La classe dominante a considéré depuis assez longtemps maintenant que faisait partie de l'arsenal de la pensée dominante, ou de la pensée des dominants, en tout cas de la panoplie des dominants, la défense d'Israël, considérée comme une place avancée de l'Occident, qui serait en fait une espèce comme ça de place avancée de protection contre le monde voyou, le monde sauvage, le monde barbare, très largement incarné par le monde arabe, et dont les Palestiniens seraient une espèce de cristallisation. Donc il y a une espèce d'éthos de dominants, les dominants, les gens qui sont en charge, les cadres, les dirigeants, la bourgeoisie, leurs représentants, leurs élus, ont une sympathie immédiate, ou en tout cas se portent naturellement en soutien d'Israël.
quoi que fasse Israël, y compris quand Israël est engagé dans une sorte, je dirais, d'évacuation définitive du problème palestinien par l'évacuation des Palestiniens eux-mêmes. Parce que c'est comme ça, c'est ça dont on est le témoin actuellement. C'est ça dont on est le témoin. Et dont tout le monde, à propos de quoi tout le monde pourrait se documenter jour après jour. Et donc, bah oui, c'est normal que la classe dominante et ses représentants médiatiques et politiques se portent spontanément au secours d'Israël. Mais pardon de vous poser cette question, est-ce que vous ne remettez pas en cause parfois la sincérité de l'engagement sur cette question-là de certains élus et députés LFI? Parce que beaucoup de gens disent que c'est une attitude électoraliste et qu'il n'y a pas beaucoup Oui, mais derrière. vous voyez, c'est bizarre le débat qu'on a. Nous sommes témoins d'une des périodes de violence d'État majeures du XXIe siècle. C'est ce qui se passe véritablement à Gaza en ce moment et en Cisjordanie, j'y insiste. C'est de ça que nous sommes témoins. Si nous étions des gens responsables, si nous étions des gens qui essayions vraiment de nous projeter... Ils n'en parlaient pas avant, autant. Je vais finir. Dans l'état réel du monde, le débat ou la discussion qu'on aurait, vous et moi, Eric, c'est qu'en est-il en ce moment du sort des gens qui habitent en Cisjordanie? Qu'en est-il en ce moment du sort des pauvres gens qui habitent à Gaza? Ça serait ça notre débat, si on était des gens sérieux qui nous enquérons du réel. Au lieu de quoi vous m'entraînez à parler de choses qui, pour moi, participent de la politicaillerie. Et qui est, dans les Insoumis, et pour les raisons que j'ai dites, parce que c'est un parti politique avec les écueils qui sont attachés à tout parti politique, c'est-à-dire la falsification, la manipulation, la propagande, les petits arrangements avec le réel, les petits arrangements avec la vérité. Oui, il y a sans doute dans la mise en avant du problème palestinien par les Insoumis depuis notamment le 7 octobre, quelque chose de l'ordre du calcul, et peut-être du calcul électoral, puisque c'est un parti qui C'est le rôle d'un fait les calculs député électoraux. comme Émeric Caron du 18e de ne parler que de ça. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, si on est des gens responsables, n'est pas là. Un député au Parlement donc, de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un député comme Émeric Caron de ne parler que de ça lorsqu'il est élu du 18e arrondissement? Alors, comme disent beaucoup les politiques, c'est votre question, puis moi j'ai ma réponse. Moi, ma réponse, c'est que vraiment, je trouve que ce qui est en jeu dans cette affaire rend tout à fait dérisoire la question de savoir si Émeric Caron est plus ou moins sincère, ou sincère sur l'échelle de Richter de la sincérité à 7, à 8 ou à 9. C'est ça que je vous demande. Ça n'est pas mon sujet. Émeric Caron n'est pas mon sujet. Mais vous considérez qu'il est dans son rôle? Mon sujet, c'est la vie des dominés, c'est la vie des gens qui subissent un certain nombre d'oppressions. Un député de la République dénonce en permanence ce qui se passe à Gaza. Vous considérez qu'il est dans son rôle, quoi. Ça n'est pas mon sujet, apparemment c'est le vôtre, mais ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la vie des gens, et par exemple, en l'occurrence, la vie des Palestiniens. Mais vous en parliez beaucoup avant ou pas, ce sujet-là? Vous n'entendez pas tous, là, je vous inclus dans un... non, mais c'est une question que je ne vous pose pas à vous spécialement, mais les gens de gauche, là, la famille de gauche, quand même, si vous aviez une petite connaissance de ce que c'est que la constellation de gauche, la constellation, enfin des gens de gauche. J'ai l'impression qu'on ne les entendait pas autant. C'est-à-dire les gens de gauche et les gens qui militent, les gens qui sont des élus, et puis les gens qui se sentent de gauche, de sensibilité de gauche, qui vont parfois militer dans une association, qui vont parfois se joindre à une manifestation, mais qui de toute façon ont une sensibilité de gauche. Moi j'ai grandi là-dedans, je veux dire, hein. Mes parents l'étaient, j'ai grandi dans un contexte de gauche, j'ai eu beaucoup de copains et de copines de gauche, enfin, j'ai grandi... La question palestinienne, elle est non pas centrale, mais très importante dans ce segment-là de la population depuis 50 ans. En tout cas, moi, depuis que je suis né, j'en ai toujours entendu parler. Elle a toujours été considérée, peut-être pas exactement comme centrale, mais comme paradigmatique. Paradigmatique d'abord de ce que c'est que l'esprit impérial et l'esprit colonial. C'était quand même, d'une certaine manière, Israël, c'était un peu la dernière colonie après la grande période de décolonisation des années 50-60, vous voyez. Et puis s'y jouait énormément de choses qui étaient intéressantes. Donc bon, oui, alors, il s'est trouvé pour vraiment, je vais être tout à fait sincère avec vous, parce que vous savez que j'essaie toujours de l'être, en tout cas d'être honnête intellectuellement. J'ai écrit moi-même des pages dans un livre que j'ai publié en 2012 qui parlait de l'antisémitisme de gauche et qui parlait du fait que parfois, alors que moi j'étais un sympathisant de la cause palestinienne comme à peu près tous mes amis de gauche, et pour les raisons profondes que je viens de dire, et non pas des raisons de calcul électoraux à la Émeric Caron ou que sais-je, je voyais chez certains d'entre eux ce que j'appelais déjà à l'époque, j'ai écrit ce livre, j'avais 40 ans, mais ça faisait longtemps que j'avais fait la remarque, une espèce de fixette palestinienne qui, en tant que fixette, avait quelque chose de douteux. Mais ce n'est pas parce que certains Olébrius dans cette constellation-là ont un rapport douteux à la question palestinienne
que cette question n'est pas urgente, n'est pas nécessaire, n'est pas consistante, et qu'il n'y a pas nécessité absolue pour n'importe quelle personne de gauche, c'est-à-dire soucieuse de l'émancipation, de se porter au soutien des Palestiniens. D'accord. Alors, pour revenir à vous, parce que c'est intéressant justement pour les gens qui n'auraient peut-être pas forcément vu les deux émissions précédentes où vous étiez venu, comment est-ce que dans ce paysage politique vous vous situez? D'où parles-tu, camarade? Vous vous reconnaissez dans un parti? Non, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a une personnalité, je ne sais pas, Ruffin ou un autre, de qui vous sentez-vous le plus proche? Non, mais moi, je ne fonctionne pas par personnalité. Je suis désolé, je vais être très décevant comme d'habitude. Je ne fonctionne pas par personne. Moi, je suis d'une culture politique qui met en avant les collectifs, qui met en avant la Communiste? capacité des gens de s'unir pour constituer Bon, des c'est le forces et PC? constituer une puissance. Non, non. Et donc, tout ceci en dehors des partis et en dehors des personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les forces vives de la politique. C'est les gens qui se battent concrètement sur des situations précises de conflit. C'est ça qui pour moi, c'est ça la politique. Et c'est pas autre chose. C'est ça qui m'intéresse. Donc non, moi, je veux dire Ruffin, Mélenchon, tout ça. Bon, ils font un peu leur cirque. C'est la course à Il n'y la en a pas un présidentielle. ou une qui... Dans l'offre politique électorale, parce que là, on qui n'est pas dans retient la votre politique, attention. on est dans le monde électoral. Et moi, Ouais. j'ai écrit un petit livre qui s'appelait Comment s'occuper un dimanche d'élection, qui portait bien son titre, et qui séparait radicalement la politique des élections. Je crois que la scène électorale et la scène politique, c'est deux choses totalement différentes. Donc moi, je m'occupe de la scène politique, c'est-à-dire de cette scène où des gens essaient de faire valoir leurs droits, à exister et à exister dignement ou à exister en toute, en tout épanouissement, contre des forces qui les oppriment, que ce soit un patron, un groupe d'actionnaires, un projet d'aménagement urbain polluant et dégueulasse, ou un État, parce que des fois les États sont oppressifs. C'est ça plutôt qui m'intéresse. Donc moi, non, j'ai pas de préférence particulière. En tout cas, ce qui m'intéresse moi Vous êtes un peu perdu alors avec ce qui se passe en ce moment dans cette Non, non. nébuleuse au Non, sein non, de moi la j'ai une gauche. boussole très claire. Moi, je pense que le pôle principal de toxicité dans la vie réelle, c'est le marché. C'est les forces du marché. Je dis précisément les forces du marché. C'est-à-dire des gens qui ne sont requis que par le fait de tirer du profit d'un certain nombre Donc le de manœuvres. libéralisme, c'est bien ça, l'ennemi. Le mot libéralisme étant un petit peu connoté, mal connoté, est un peu ambigu, moi je préfère toujours utiliser le mot de capitalisme. Mais j'aime bien aussi dire le marché et le monde tel que livré à la prédation et à la voracité des marchands. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'engager un rapport de force avec les marchands voraces, qui sont quand même en train de tout déglinguer. Voilà. Ils déglinguent tout depuis très longtemps. Et donc je pense que toutes les forces qui essaient d'opposer une contre-force à la voracité des marchands, ce sont des forces de gauche et ce sont les forces qui m'intéressent. Alors pour poursuivre donc encore un instant sur cette situation, on va dire la gauche en France. Aujourd'hui, enfin cette semaine, il y a eu un sondage qui a été publié, je crois, lundi dernier, qui montrait une gauche donc aux abonnés absents au premier tour de la présidentielle, pardon d'y revenir. Ouais. Jean-Luc Mélenchon serait crédité entre 10 et 13%, Raphaël Glucksmann entre 9 et 15% selon scénario. La gauche, en l'état, elle paraît complètement larguée. Or, dans le même temps, un sondage Harris Interactive unifiant la gauche, publié le 30 avril dernier, lui, pour Regard, plaçait la NUPES à 26%, ce qui est là un score tout à fait sensible, derrière un RN à 34%, ce qui voudrait dire donc un possible second tour pour la gauche. Une gauche unifiée en 2027, vous y croyez encore ? Ouais. Alors comme d'habitude, moi je vais répondre sur mon plan à moi. Hein. Désolé, je ne suis que moi-même. C'est très peu de choses, mais j'essaie au moins de tenir quelque chose, enfin de tenir le cap. Il faut bien mesurer à quel point il y a un business des élections. Il y a un business des élections. Il y a un business des élections. Il y a un marché électoral. J'ai un peu décrit du point de vue des partis. C'est un marché. C'est un marché. Il s'agit d'aller, encore une fois, briguer des mandats qui sont eux-mêmes pourvoyeurs de salaire, en tout cas de rémunération. Ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi un marché pour les journalistes. La chronique électorale est un bon plan pour le système médiatique qui est un marché. Je veux dire, c'est un business. Il y a un business médiatique. C'est normal, c'est des gens, c'est des entreprises. Il y a un intérêt, moi je dirais peut-être aussi. Ça, c'est autre chose. Heureusement que ça croise un peu un intérêt, sinon ça ne marcherait pas complètement. Mais il se trouve que c'est un marché. Donc, or, les journalistes sont emmerdés. Ils sont emmerdés comme des patrons de clubs de foot. La comparaison entre le business électoral et le business sportif marche à tous les coups. Et entre les affects qu'active la passion électorale et les affects qu'active la passion du sport, que je connais bien, il y a vraiment des ponts permanents. Et il y a un truc qui emmerde beaucoup les patrons de clubs de foot, c'est que contrairement à d'autres business, ils ne peuvent pas produire tous les jours. Ils ne peuvent pas faire jouer leurs joueurs tous les jours.
On ne joue que tous les 3 jours, tous les 4 jours. Donc pour ça, ils ont eu un certain nombre de palliatifs. Ils se sont mis à augmenter leurs effectifs, d'avoir 2 équipes en fait, pour pouvoir multiplier les matchs. On a multiplié les compétitions parce que c'est multiplier en fait les zones lucratives, les zones marchandes. J'ai l'air d'être un peu long, mais je vais revenir à la politique. Le gros problème avec le business électoral, c'est que les élections, il n'y en a pas tous les jours. Il n'y en a pas tous les jours, c'est dommage. Alors, il y a les élections présidentielles, ça c'est super. Bon. Mais l'élection présidentielle, moi, quand j'avais 15-20 ans et que je les suivais encore un peu, ça durait 2 mois. C'était pas beaucoup. Disons, la zone de commercialisation et de profitabilité du business électoral était moindre. Alors, les journalistes, qui sont des copartenaires, qui sont des partenaires économiques des élus et des Certains sondeurs, journalistes, ouais, tous. tous les journalistes sont plus ou moins partenaires économiques, à leur échelle et à leur corps plus ou moins défendant. Eh bien, ils ont inventé quelque chose, c'est que, ah oui, il faudrait qu'on arrive à parler de l'élection présidentielle bien avant les 2 mois pendant lesquels elle avait lieu en 1981, en 1974 et un peu encore en 1988. Et pour ça, ils ont inventé les sondages. Bon, les sondages existent depuis très très longtemps et c'est génial. En fait, on va créer une fausse actualité, une actualité en bois. Parce qu'un sondage, c'est une actualité en bois. D'ailleurs, à chaque fois que les éditorialistes commentent les sondages, par exemple celui que vous venez de nommer, ils commencent toujours par dire une précaution locutoire, faute avouée étant complètement pardonnée, à savoir, oh, vous savez, anticiper sur une élection présidentielle 2 ans avant, ça n'a aucun sens. Mais ça ne va pas les empêcher de le commenter. Et voilà, on a réussi à faire un moment où on a parlé de la chose, et donc le produit électoral est maintenant vendable, et donc profitable, 2 ans avant, 3 ans avant, 4 ans avant, 5 ans avant. Et ça donne ça donne des trucs pipeaux. Vous pensez qu'on met sur orbite, par exemple, qu'une partie du système, par exemple, est sur orbite, comme certains d'ailleurs le laissent penser à Jordan Bardella, par exemple? Oui, il semblerait qu'il y ait certains qui aient intérêt à pousser Bardella et d'autres, Marine Le Pen et d'autres. On sait bien que, par exemple, M. Sterin, très important. Pierre-Édouard Sterin, donc un homme très fortuné. Un homme d'affaires très fortuné et d'extrême droite. Je crois que là, sinon, si lui n'est pas d'extrême droite, alors le mot n'a vraiment plus aucun sens. Il est donc d'extrême droite. Et pour quelle raison, selon vous? Et c'est un ultra-libéral. Pour quelle raison, selon vous, il est d'extrême droite? Enfin, je crois qu'il ne s'en cache pas. Je veux dire, tout ce qu'il dit d'un point de vue sociétal, moral, il est par ailleurs assez... C'est un catholique assez tradit. Il a fait la une du Figaro Magazine. Il ne s'en cache pas. Il est par ailleurs, évidemment, ultra-libéral et économiquement. Et ça définit, ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite. Mais ça serait quoi d'autre extrême droite si lui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Ça ne renvoie pas à des choses qui sont beaucoup plus graves. Mais moi, j'ai pas dit nazi, j'ai pas dit nazi, j'ai pas dit fasciste. Mais extrême droite, vous ne pensez pas que ça... Mais soyons précis, Eric. Si je dis extrême droite, je ne dis pas nazi. Je dis extrême droite. Non, mais vous ne pensez pas que c'est reçu différemment que le terme extrême gauche? Eh bien, que les gens le reçoivent comme ils l'entendent. Moi, je dis extrême droite parce que ça me paraît très précis. Je crois avait fait une action en justice pour tenter d'interdire le qualificatif d'être extrême droite qui lui était. Et elle a perdu. C'est normal. Parce que la justice a considéré que ça n'était pas diffamant. Elle fait son petit business. Que c'est pas diffamant. Elle fait son petit business. Marine Le Pen, c'est très bien. Pardon. Je me permets parce que vous m'aviez justement cherché là-dessus à l'époque, mais c'est même pas du tout pour reparler de moi. Mais encore une fois, pardon, vous savez que ce qualificatif employé pour disqualifier l'adversaire, il est diffamant entre nous. Là, je ne parle pas sur un plan juridique. Il n'a pas la même portée que sur l'échiquier politique, comme vous le voyez, que le qualificatif extrême-gauche. Extrême-droite, ça renvoie forcément à border, nazi, facho, raciste. Mais Eric, moi je vous écoute. C'est une question. Moi je vous écoute souvent. Ouais. Je suis souvent vos lives, enfin les entretiens. Et vous avez l'impression que je suis nazi, par exemple, non? Est-ce que j'ai dit nazi? Non, mais vous savez bien que le terme extrême-droite... Vous affolez pas. Non. Je n'ai pas dit nazi. Non, merci. On va pas ergoter pendant 12 minutes où vous contesteriez un mot que je n'ai pas prononcé. C'est-à-dire que ça va devenir du Ionesco, notre truc, là. Ça va être compliqué, quoi. Ou les frères ennemis, quoi. Mais j'aimerais juste vous entendre dire que extrême droite, ça n'a pas la même portée que extrême gauche dans le sens inverse. Oui, Eric, si les mots vous importent, si vraiment vous fétichisez les mots à ce point-là, si vous voulez, on met extrême droite là, on le met dans la poubelle et on ne l'utilise plus. Très bien. Mais je reviens au point qui est le point de réalité. Et le point de réalité, c'est qu'il y a un milliardaire, il n'est pas le seul d'ailleurs en ce moment, Pierre-Édouard Sterin, dont on va dire qu'il est très à droite. Ça vous va ou pas? Oui, moi Ok, c'est cool. On a vraiment fait, on a bien fait de perdre 2 minutes avec ça. Donc il est très à droite. Il est, moi je pense fondamentalement, il est catho aussi, c'est vrai. Je pense qu'il est occidentaliste. Je pense qu'il est néoconservateur. Je pense qu'il croit au conflit des civilisations et la guerre des civilisations, au choc des civilisations. Il croit vraiment qu'il y a une civilisation supérieure aux autres. Vous accepteriez de débattre avec lui, par exemple? Non, vraiment. Etc., sûrement pas, non. Mais pas du tout, encore une fois. Moi, c'est jamais la morale qui m'arrête, c'est que ça n'a aucun intérêt. Ou alors, en fait, il ne faudrait pas débattre. Non, il ne faut pas débattre avec ce terrain. Il faut raconter ce terrain.
raconter ce terrain. Raconter ce qu'il fait toute la journée. Où est-ce qu'il met son argent, et puis d'où il vient, d'où ça lui est venu, toutes ces idées, et pourquoi il a décidé de mettre une si grande partie de son fric à faire de la propagande, enfin en tout cas de la gîte propre en fait, puisqu'il achète des médias, Il y il en a achète des d'autres à gauche qui librairies. font ça. Mais bien sûr, mais je n'ai pas dit que c'était mal en soi, mais je dis mais c'est intéressant. Donc le personnage est intéressant. Bon, pour en revenir au point, qui est d'ailleurs un point qui n'est pas passionnant non plus, il semblerait que M. Sterrin, puissant et omnipotent comme un monarque, a décidé qu'il n'aimait pas Marine Le Pen, bon, et qu'il préfère Bardella. Donc bien sûr, M. Sterrin ayant une certaine latitude médiatique, grâce à son argent, il va sans doute essayer de pousser Bardella contre Marine. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu dans la petite popote de droite radicale ou de droite dure. Voilà, donc ils Mais s'amusent j'ai comme pas ils bien peuvent. compris ce que vous dénonciez là. C'était le fait qu'il y a eu de tout Non. temps des hommes d'affaires qui poussent des. Non, mais des je hommes dénonce pas, politiques. je décris. Voilà. Je décris ce qui se passe. Et donc, non, mais parce que vous me posez la question de savoir, est-ce qu'il y en a qui vont pousser quelques candidats contre d'autres? Oui, il y a toujours des forces de l'argent qui poussent quelques candidats contre Par d'autres. rapport au sondage, en effet. Mais je pour disais ça, qu'il il y faut avait, avoir... 13 Oui, mais avec le succès pour ça, il faut avoir qui peut être l'argent. discutable à l'arrivée. Parce que quand on est le favori 2 ans avant, l'histoire nous montre Oui, que. oui, bien sûr. C'est bien ce que je disais moi-même à Ouais. propos de l'absurdité et l'aberration qu'il y a à commenter Alors- les sondages 2 ans avant. Mais je répète, ce qui est intéressant, c'est que des milliardaires ou des gens qui ont de l'argent puissent, comment dire, administrer la démocratie, ou en tout cas le jeu électoral, qui n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie, rien qu'avec leur argent. Ce qui fait qu'il y en a quand même un peu plus à droite qu'à gauche, pour une raison mécanique, c'est qu'il y a moins de milliardaires de gauche que de milliardaires de droite, pour des raisons absolument logiques qui échapperont à personne. Alors, en revanche, c'est vrai que j'ai apprécié que vous développiez en effet votre raisonnement, parce que en effet, je trouvais, et là vous l'avez en effet développé selon votre opinion, mais c'est vrai qu'on a quand même, et vous pouvez pas nier, l'impression que parfois le terme extrême droite est employé Oui, uniquement d'accord. Mais dans un but j'ai de l'impression, oui. Mais disqualification. je vois que c'est un Non, point mais- névrotique chez Non, mais vous. est-ce qu'on peut avoir Donc un point je vous le d'accord laisse. là-dessus? Est-ce que vous considérez que quand Si vous on voulez, voit si- les gens y a dans pas de des problème. cadres politiques, et notamment vos amis d'extrême gauche, Ouais. ce qui est assez drôle, c'est quand c'est dans le sens inverse, Oui, on oui, oui. s'en indigne énormément. Non, mais si vous voulez. Et quand D'accord. eux n'ont à la bouche que le terme extrême droite, extrême droite, extrême droite, quand Raphaël Arnaud ou d'autres gens Ouais, ok. n'emploient que ça sans aucun argument derrière, Mm. voilà, je relevais D'accord. jusque-là. Bon, c'est dit. Est-ce que ça vous a fait du bien de le dire? Non, mais c'est Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas que dans ça un vous but de soulage. faire du bien, c'est dans un but d'essayer d'être un minimum Non, juste. moi, quoi. je sens que ça vous a fait du bien de le dire. Un petit peu aussi. Donc c'est je vrai. suis content d'avoir participé à cette espèce de catharsis Eh bien, je vous en live. remercie. Alors, on va faire une digression sur un plan philosophique, justement. Est-ce que, justement, alors je vous pose la question différemment pour moi parler de politique politicienne. Est-ce que, par exemple, il faut, d'après vous, François Bégodeau, obligatoirement une figure médiatique? Est-ce qu'un individu ne pourrait pas sortir de nulle part pour, justement, voilà, susciter l'engouement? Je pensais peut-être à quelqu'un comme vous. Vous dénoncez beaucoup, mais pourquoi vous engagez pas en politique, vraiment, à un moment donné? Non, mais c'est facile, au final. Ah oui, oui, de toute façon, moi je suis dans une Vous position agressez, facile. enfin, vous Oui. agressez, vous dénoncez des gens comme Pierre-Édouard Sterrin et d'autres, mais vous, bon, vous n'êtes pas homme d'affaires, c'est ça toute la différence. Ouais. Mais finalement, vous faites rien d'autre que exactement ce qu'il fait dans l'autre sens, quoi. Vous êtes juste dans un rôle différent. Ce qui Vous fait- n'avez pas l'argent, mais vous avez l'influence, Oui. ce qu'il n'a peut-être pas. La nuance n'est pas complètement dérisoire quand même, le fait qu'il soit milliardaire et pas moi. Non, vous ne croyez pas? Moi, je peux rien racheter, par exemple. Voilà. Sur le plan de l'influence, je ne suis pas si sûr Ouais, que ouais, vous ouais, n'ayez, bien sûr. je Mais suis bien pas si sûr. sûr. Vous pensez que vous avez Mais oui. moins d'influence que Pierre-Édouard Sterrin? Mais beaucoup plus que lui, bien sûr. Mais vous plaisantez ou quoi? Moi, je suis dans aucune position, je suis dans une autre position absolue. Bon, après, des fois, on me demande de parler, donc moi, je parle. Je veux Et dire, pourquoi voilà. pas l'engagement? Parce que finalement, on sent quand même, et vous pouvez pas nier ça, François Mais qu'est-ce que Bégodeau, vous appelez l'engagement? on sent quand même que la chose politique est quelque chose qui est votre corpus quand même, qui fait partie de votre Ouais. cortex Mais qu'est-ce que je cérébral, vous ai quoi. dit? Donc pourquoi finalement à un moment donné Ouais, mais vous voudriez que je... C'est bon, j'ai l'impression que vous m'écoutez, parce que vous écoutez bien vos invités. Je vous ai dit que pour moi, il y avait une séparation absolue entre la scène électorale et la scène politique. Donc, vous êtes en train de me dire, engagez-vous sur la scène électorale. Ben non, puisque je considère qu'elle n'est pas, précisément, elle n'est pas digne de la chose politique. Et moi qui aime la chose politique, ce qui va plutôt m'importer à moi, c'est de participer à mon échelle, comme un citoyen normal, un individu normal, avec un tout petit peu plus peut-être de visibilité ou de publicité au sens littéral, à des mouvements politiques. Si demain se remet en place un mouvement contre la réforme des retraites, qui est inique, injuste, et qui surtout est accablante pour les pauvres,
pour les plus faibles dans notre société, alors j'en serai à ma manière. J'irai manifester, je me joindrai à des collectifs s'ils s'en montent, et puis si on me demande de prendre la parole pour soutenir le mouvement, je le ferai. Moi, c'est ça, c'est ma façon à Mais moi, ça. pardon, vous voyez, de revenir, Mais il y a par un truc contre, qui m'a par de exemple là à interpellé. m'engager Non, mais alors, sur la scène peut-être moins sur présidentielle, alors là, c'est l'engagement. Bon, si mal vous ne barré, voulez quoi. pas prendre une carte de parti et Non, venir haranguer les non, foules dans un meeting, je peux à la rigueur l'entendre. ouais. En revanche, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, ça me surprend que vous disiez, et j'aurais été ravi d'essayer d'organiser ce débat, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté d'ailleurs, mais vous me dites, voilà, bon, laissez-en juger par le public, quoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous qui avez en plus, et là je vais vous faire un compliment, puisque tout à l'heure vous m'en avez fait un, donc je vais vous en faire un retour, c'est vrai que vous avez une particularité, et d'ailleurs qui est très rare chez les gens de gauche, c'est-à-dire que vous êtes une des seules personnalités de gauche qui accepte de venir justement sur certains médias Mm. qualifiés d'extrême droite, ou en tout cas de venir tendre le flanc pour débattre. Je pense notamment à des gens comme Pierre-Yves Rougeron, avec qui vous avez débattu, c'était chez notre ami Aude Non, Lancelin. mais là, c'était le contraire. On l'avait invité chez nous un peu. Donc, Oui, enfin, oui. bon, ce Donc, que je je le veux dis pour dire, être quel que précis. soit Ouais. le média réceptacle de ce débat, vous acceptez de donner la confrontation, enfin Mm. de donner le change à des gens comme Pierre-Yves Rougeron. Je crois qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre, Laurent Ozon, qu'on voilà, a Laurent reçu il n'y a pas Ozon. longtemps. Donc finalement, pourquoi est-ce que quelqu'un, moi je pense que ce serait au contraire, pardon de vous contredire, mais je pense que ça pourrait être passionnant de voir quelqu'un libéral, revendiqué, assumé, homme d'affaires, riche, D'accord. catalogué à la droite de la Ok. droite, et face à vous, débattre ensemble. Pourquoi vous Oui, mais refuseriez c'est bizarre que vous fassiez plaisir à imaginer quelque chose qui n'aura pas lieu, que je le veuille ou non, quelle que soit ma disposition vis-à-vis de cette perspective, dans la mesure où Sterrin ne débat jamais avec personne. Sterrin est un activiste par l'argent, dans l'ombre, d'une certaine manière, de moins en moins dans l'ombre, mais dans si l'ombre je quand même. parvenais, enfin je Il sais donne très pas, très peu nul d'entretien, donc personne, je veux mais dire, de toute façon, on est en train d'imaginer un truc d'accord. fou. C'est comme si vous me disiez, Bolloré, pareil. vous accepteriez de faire un Bah, match de foot contre Maradona. Ça va pas être possible. Parce qu'il a peur, il sait bien qu'il perdrait Maradona. Bon, ah, je ce veux serait dire, ça vous va pas être, ça Maradona. va pas être cliniquement possible, vous voyez. Donc avec ce terrain, de toute façon, arrêtons de nous gargariser à imaginer quelque chose qui n'aura pas lieu. En l'occurrence, pardon, alors là on vient à Mélenchon et on clôt comme ça la boucle sur la situation de la gauche en France. Mélenchon, pardon, ce livre La Meute, il n'est pas écrit par des hommes de ce terrain, il est écrit par un journaliste de Libération Mm. enfin, deux journalistes de Libération et du Monde. Donc Oui. comment vous expliquez que ces gens qui sont issus de médias qui ne sont pas étiquetés comme étant forcément à droite de Mm. la droite, finalement portent la première saillie? Mais vous voyez, tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de savoir si... Libération, à ma connaissance, n'est pas quand même réputé comme étant très anti Je vais y gauche. venir. Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de savoir si la question palestinienne avait presque surgi d'un chapeau dans la famille de gauche depuis quelques mois. Et je vous ai répondu. Je vous ai donné des nouvelles d'un camp. Ne le prenez pas mal, hein, mais d'un camp qu'à mon avis vous ignorez beaucoup. Pour des raisons sans doute, je ne sais pas, qui tiennent à votre parcours. Mais je vous le concède, j'avoue que j'ai pas. Voilà. Je- Et je suis toujours frappé, si vous voulez, indépendamment de ce que je peux en penser et de, comment dire, de l'inimitié que j'aurais pour le camp d'en face, mais je suis toujours très très frappé par son ignorance de la gauche. Bon, alors par exemple, vous ignoriez visiblement que le dimanche, avec vos parents, vous parliez de Gaza il y a 20 ans. Voilà, Ça, absolument. je l'ignorais totalement. je le J'ai même confesse. écrit dans mon autobiographie politique, pour ça comme ça pompeusement, qui s'appelle De singe ma vie politique, le fait que moi je connaissais pratiquement la question palestinienne avant même d'autres causes. Avant Emmerich Ma Kahn. mère me disant par exemple, ma mère n'était pas une militante farouche, mais elle avait comme ça, elle avait absorbé un certain nombre d'axiomes de gauche, et elle me disait des choses comme les Israéliens font aux Palestiniens ce qu'on leur a fait eux-mêmes, enfin une espèce d'élément de langage assez discutable d'ailleurs en tant que tel. Je veux dire, cette formulation est discutable, mais j'avais ça. Donc je vous ai tout à l'heure donné une première information sur cette famille de gauche qu'apparemment vous ne connaissez pas, mais c'est comme si je vous donnais des informations sur un pays que vous n'avez pas visité. Donc je vais vous donner une deuxième information fondamentale sur le pays qui s'appelle la gauche, que vous n'avez jamais visité. Je vous donne des infos. La deuxième fondamentale, c'est que structure la gauche depuis 200 ans, avec une accélération depuis 150 ans, 100 ans, 50 ans, une fissure, une fracture, un gouffre, un gap absolu entre la gauche social-démocrate, qu'on pourrait appeler aussi, de mon point de vue, la gauche bourgeoise, laquelle se précipite dans les bras du capitalisme et dans les bras du camp bourgeois dès Cœur qu'elle de le votre peut. sujet de psychologie. C'est d'ailleurs celle qui s'est tout à fait, dans Psychologie, je continue à détailler ça, notamment à travers un texte, parce que c'est des fragments qui s'appellent le Doudou PS, et donc je nomme ce que ça a été le Parti socialiste pour la bourgeoisie de gauche. Ça a été une façon quand même d'être bourgeois sans en avoir les écueils et sans en subir l'ignominie.
C'était ça, c'est ce que j'appelle une case mentale, le doudou PS. Voilà, j'y renvoie. Et donc, depuis toujours, il y a une fracture qui parfois d'ailleurs a été extrêmement sanglante. Ce qui s'est passé en 1919 du côté de l'Allemagne, si vous voulez, c'est que quand même les sociaux-démocrates, que vous auriez appelé, vous, des gens de gauche, ont massacré les communistes. Ou en tout cas ont participé au massacre des communistes, Rosa Luxembourg y compris. Donc c'est une vieille inimitié extrêmement brutale et violente. Donc, quand vous avez des journalistes d'un journal comme Libération, qui fait partie de la gauche social-démocrate, et je l'appelle comme ça, je suis gentil, hein. La je gauche pourrais, je pourrais être bobo. plus sévère, parce que pour moi c'est... Enfin, vous dites doudou, moi je dis bobo. Si vous voulez, moi le mot bobo, je l'ai déjà déconstruit, mais si vous voulez, c'est vos mots à moi. Moi, mes mots à moi, c'est que c'est la gauche bourgeoise, et au bout du compte, donc comme elle est beaucoup plus bourgeoise que de gauche, elle n'a pas de grande différence avec le camp libéral et le camp, comment dire, les forces du marché. Et d'ailleurs, on les a vus en 2017 rejoindre allègrement un président qui, à l'époque, pouvait encore faire illusion comme étant ni de droite ni de gauche, et qui s'est révélé un président de droite, à savoir Emmanuel Macron. Donc, quand un journaliste de Libération et un journaliste du Monde font un livre extrêmement virulent, apparemment, contre les Insoumis, dont je m'empresse de repréciser que je ne les défends pas, j'essaie juste d'analyser la carte du truc, eh bien c'est tout à fait normal, ça s'inscrit dans cette vieille inimitié extrêmement brutale entre la gauche social-démocrate, qui est pro-marché, et la gauche qui décide, qui constitue le marché comme l'ennemi principal. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout étonnant que ce soit des organes de presse comme Le Monde et Libération qui tirent les premiers contre les Insoumis. Parce que Le Monde et Libération ont envie de retrouver leur doudou, pour reprendre ma métaphore de psychologie. Ils ont perdu leur doudou depuis l'avènement de Macron. Le doudou PS, ils l'ont perdu. Et donc, ils ont très très envie que le doudou se reconstitue. Et un des éléments qui leur a fait perdre le doudou, il y a eu deux éléments, c'est Macron. Macron qui a très lucidement d'ailleurs considéré qu'en fait, il fallait arrêter de se faire semblant d'être de gauche. En fait, on était très proche du centre droit et on allait réunir tout ça. Ça a été ça, le macronisme. Et puis de l'autre côté, Mélenchon qui a pris, comme on dit, le leadership à gauche. Ça les rend dingues, les sociodémocrates. Parce que du coup, ils ont perdu. Pour l'instant, ils sont perdants dans la vieille guerre qui les oppose à la gauche de gauche. Et donc, ils n'ont qu'une envie, c'est évidemment de foutre en l'air Mélenchon pour de nouveau que se constitue une place que de nouveau ils appelleront Parti Socialiste, et ils ont retrouvé leur doudou. Et pour retrouver leur doudou, ils ont choisi un candidat, ils l'ont désigné, ils le chouchoutent, ils font des pages extrêmement complaisantes sur lui à longueur de Libération et à longueur de Monde, c'est Raphaël Glucksmann. Comme je le dis aussi à la fin de ce même texte, le doudou PS. Voilà, je vous ai décrypté un peu le truc, je vous ai donné des nouvelles du pays de gauche que vous ignorez. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que les boulets soient tirés par Libération et par Le Monde, qui, par ailleurs, soit dit au passage, boycottent un type comme moi. Je vous en informe aussi, je vous donne d'autres nouvelles du pays de la gauche. Libération, ils écrivent des trucs dégueulasses sur moi depuis quelques années. Et Le Monde, ils écrivent plus du tout sur moi depuis 10 ans. Même quand je fais un livre qui se vend extrêmement bien, comme l'an dernier, j'ai fait un roman qui est un de ceux qui s'est le mieux vendu à la rentrée littéraire 2023, un roman qui s'appelait L'amour. Je n'ai pas eu une seule ligne dans Le Monde. Vous voyez ? Voilà, je vous ai donné des invité quand même sur le service public, par exemple. Alors dites-moi où ? C'est à vous, je crois, non ? Enfin, ça fait peut-être longtemps, c'est vrai. C'est à vous, 2019. Ah oui. Eh oui. Non mais ça, je vous l'avais déjà dit. Vous les gens de droite, vous avez quand même du mal à vous remettre à jour, hein, les amis. Non, vraiment. Le calendrier, il y a une histoire, il y a de l'historicité, en fait, donc les choses évoluent. Donc 2019, je passe à C'est à vous, ça a été la première et la dernière fois. Et d'ailleurs, après, C'est à vous. Parce que vous leur étiez rentré dans l'art et ça leur plaît pas en général. Ils n'aiment pas ça. Et donc voilà. Aude Lancelin disait sur ce même plateau, d'ailleurs, à gauche, on ne s'occupe, je la cite, à gauche, on ne s'occupe pas du massacre économique du prolo blanc dans les campagnes, on s'occupe de savoir ce qui va se dire sur le front du canal Saint-Martin. Donc vous êtes totalement d'accord avec cette analyse d'Aude Lancelin ? Je pense que Aude pourrait quand même nuancer. J'ai déjà entendu Aude produire des paroles plus nuancées sur ce sujet-là. C'est pas gentil pour les gens du canal Saint-Martin. Qui est toute une partie de la gauche, ou qui se dit encore de gauche, qui soit prioritairement requis par des petits problèmes comme ça, au mépris de ce qui devrait importer à la gauche avant toute chose, à savoir le sort des classes populaires. Oui, ça c'est vrai. Mais enfin, globalement c'est quand même encore la gauche de gauche qui est toujours derrière les classes populaires, quoi qu'on dise. Dès que les classes populaires sont menacées quelque part, je veux dire, qui est-ce qui est en train de se battre en ce moment-là, véritablement, hein, jour après jour, pour les salariés d'Arcelor ? Qui ? Non mais qui est vraiment, hein, dans le périmètre de l'usine ou dans le pourtour de l'usine ? C'est quel genre de personnes qui soutiennent les ouvriers là-bas ? C'est quel genre de personnes qui soutenaient les ouvriers de telle ou telle usine en Picardie ?
Il s'appelle François Ruffin. Il s'est quand même fait connaître essentiellement pour ça. Alors comment Donc, vous en expliquez gros, que le les gens RN qui soit se le premier portent, parti ouvrier de France aujourd'hui? les gens qui se portent concrètement au secours des classes populaires, je dis bien concrètement en y donnant de leur personne, là où les classes populaires sont concrètement Ouais. Alors harcelées, quelle opprimées ingratitude, comment et vous expliquez que marginalisées. le RN soit, d'après les études, hein, pareil, je ne suis pas sondage Gier, je ne sais pas comment on dit, comment vous expliquez que ce soit le RN qui soit aujourd'hui reconnu comme étant le premier parti ouvrier de France? Je pense que dans psychologie, d'ailleurs, je consacre aussi 2 textes à ça, donc j'y renvoie. C'est pour faire. Oui, c'est C'est un appelé vrai. le gaucho-le péniste C'est d'ailleurs. un vrai. Oui, enfin, moi, je dirais pas gaucho le pénis, je dirais le pénisme. Non, non, c'est un parti, voilà, dans la grande tradition, disons, de ce camp politique. Il y a plein de raisons à ça, donc on ne va pas résoudre le problème, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il y aurait une raison fondamentale qu'on ne dit pas assez, et qui relève de l'analyse structurelle, c'est qu'un prolétaire, quelqu'un qui est des classes populaires, ce qui caractérise sa vie, c'est qu'elle est en permanence insécurisée. Elle est d'abord économiquement insécurisée. C'est ça, en fait, être un prolétaire. Vous êtes à la discrétion d'un employeur qui a sur vous pouvoir de vie et de mort sociale. Et donc vous êtes fondamentalement insécurisé. Dans une société en plus qui fabrique du chômage structurellement, parce que ça arrange beaucoup d'ailleurs le marché qui est du chômage, comme on sait, puisque ça fragilise encore plus les salariés, en tout cas les travailleurs, eh bien les prolétaires sont doublement insécurisés. Et donc vous avez un parti qui vous propose de la sécurité au sens strict, au sens le plus plat du terme. Évidemment, ça peut que attirer les classes populaires qui ont besoin. Leur vie est un grand désordre. Leur vie sociale est particulièrement marquée par le désordre. C'est très désordonné, Mais à la vous vie d'un entendre, prolétaire. Et donc un parti qui est un parti de l'ordre, parce que Ouais. le RN est un parti de l'ordre, qui veut mettre de l'ordre et qui sera toujours du côté de l'ordre, et y compris de l'ordre bourgeois. Et c'est ça peut-être qui échappe parfois aux électeurs prolétaires du Rassemblement national, c'est les alliances objectives entre la bourgeoisie et le parti qui est à leur suffrage. On voit Bardella d'ailleurs, je veux dire, pactiser et fraterniser avec beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup, beaucoup de componction avec le patronat. C'est ça qu'il est en train de faire Bardella, là, à l'heure où je vous parle. Il va avoir des patrons, pour avoir le soutien des patrons. Bon, ça échappe apparemment à la vigilance des électeurs prolétaires du Rassemblement national. Mais pour en venir au point fondamental, je pense qu'il y a vraiment ça. Oui, ça c'est un truc... C'est pas d'hier que les forces de gauche se sont cassées le nez sur cet état de fait. C'était déjà le cas au XIXe siècle, hein, vous savez. C'est pas d'hier. Donc quand on dit la gauche a trahi les classes populaires, non, non. Il y a la continuité et la pérennité ou la constante à travers l'histoire depuis 2 siècles du fait que la gauche, qui propose aux classes populaires une émancipation, se heurte à une sorte de conservatisme endémique des classes populaires qui vient du fait qu'ils ont déjà leur dose de désordre et de chaos. Et que quand il y a un parti qui leur propose un peu de l'ordre, alors forcément, il a une certaine séduction. Mais ça, c'est vieux, encore une fois, comme la politique, depuis très longtemps. C'est pas très nouveau. Vous ne pensez pas qu'il y a une haine aussi? Parce que quand on vous entend, pardon, je suis pas loin de penser que vous avez vraiment une haine du patronat, des capitaines d'industrie. Ah bon? Je me trompe ou pas? Non, je Non. trouve que je n'ai pas d'accent de haine. Mais je sais que ce sont les détenteurs de capitaux sont les gens qui sont les nuisibles. Oui, c'est les nuisibles. Et donc il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est le programme. En cela d'ailleurs, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai reçu ici à maintes reprises Juan Branco, vous êtes plutôt sur cette ligne assez radicale. C'est-à-dire quoi les mettre hors d'état de nuire? Enfin, je ne comprends pas bien moi. Ah les exproprier, bien sûr. Les exproprier? Ah bien d'où, sûr, de oui, tout quoi? à fait. Bien sûr, ces gens-là possèdent les moyens de production, ils possèdent énormément de moyens de production. Donc ils ont entre les mains, Un Bernard Arnault, c'est-à-dire vous l'expropriez de quoi là? ces gens ont entre les mains des choses extrêmement précieuses qui devraient être du domaine du commun, qui devraient être administrées par la collectivité, de façon la plus horizontale et fraternelle possible. L'alimentation, le soin, eh oui, l'alimentation, le soin, l'habitat. C'est les 3 choses en fait. Vous savez, quand on parle de politique, on devrait ne parler que de ces 3 Pas trucs-là. vraiment le cœur du sujet de LVMH par exemple au hasard. J'entends bien, mais il ne vous aurait pas échappé que LVMH possède un certain nombre de richesses, et C'est donc vrai. accapare un certain nombre de richesses qui ne peuvent pas, donc du coup, être versées dans le commun. Et notamment Mais pour ils en les choses que produisent je des viens de dire. richesses aussi. Comment? Ils en produisent des richesses justement. Ils produisent quelques richesses dont ils ont très largement l'usage pour eux-mêmes. Ben oui, il n'y a pas un ruissellement extraordinaire quand même Mais ce que je veux dire, entre... ils produisent des emplois, ils produisent. Ils produisent quelques emplois en France, beaucoup d'emplois à l'étranger, oui c'est vrai, tout à fait, comme des entreprises qui marchent. Mais bon, moi je rêverais peut-être d'autres emplois, il faudrait voir le détail des emplois que produit LVMH, ce serait intéressant. Il n'en reste pas moins vrai que dans le temps où Bernard Arnault a décidé de constituer sa fortune autour des trucs comme la mode ou des sacs, eh bien des gens ne peuvent pas se loger, des gens se nourrissent mal, des gens ne peuvent pas être soignés. Et ça, c'est de la faute de Bernard Arnault. C'est de la faute, pas de Bernard Arnault, parce que je ne personnalise pas les choses, j'ai rien contre ce monsieur, si ce n'est, je dirais,
un doux mépris. Non pas en tant que Bernard Arnault, mais quand Bernard Arnault vient chouiner parce qu'on le harcèle, le pauvre, avec l'impôt, alors là, ouais, je le méprise. Ouais, là, je pense que c'est vraiment un pauvre gars. Vraiment. Après qu'il soit Bernard Arnault, moi, je trouve que c'est des vies qui ne sont pas extraordinairement désirables. Moi, j'aimerais pas être Bernard Vous Arnault. faites allusion à la petite remarque qu'il avait faite à l'égard de Macron, c'est ça en plus. Il fait des remarques récurrentes là-dessus. Il vient souvent chouiner parce que, oh Il y là avait une petite là, guerre d'ailleurs il est entre très Michel-Édouard taxé. Leclerc et lui Oui, là-dessus. il est très taxé. Mais tout ça, c'est l'histoire d'amour un peu. Avant, Bernard Arnault, il était un peu amoureux de Macron. Enfin, il s'aimait bien. Puis maintenant, il a plutôt changé de. Voilà, il l'a trompé pour Donald Trump. Enfin, voilà, c'est des petites bisbilles entre dominants. Mais moi, je regarde ça et je trouve que c'est des pauvres gens. Mais j'ai pas. Voilà, c'est tout. Mais le vrai truc sérieux, c'est que. Il y a des gens qui accaparent les richesses, lesquelles richesses devraient être reversées dans le commun. C'est pas très compliqué tout ça. Bon, la transition en tout cas est simple avant de passer à l'autre sujet. Qu'est-ce que vous pensez du wokisme avant de parler un instant de Trump? Dès qu'on me le définit, je vous dis ce que j'en pense. Mais je Ah pense bah, qu'on avait déjà eu cet échange, quoi. Oui, mais bon, aujourd'hui, ça évolue tellement. Non, mais aujourd'hui, alors Donald Trump plutôt, parce que c'est vrai que par force des choses, ça me fait parler autant du wokisme que de Trump. Cette élection démocratique quand même, quoi qu'on en dise, hein, il a été élu démocratiquement. Donald Non, Trump. voilà, Non juste une petite incise qui va vous Ah, embêter. vous allez dire que non. Non, parce que je vais faire de la pensée structurelle et c'est toujours un petit peu fastidieux et ennuyeux. Pour moi, les élections ne sont jamais démocratiques, qu'elles soient Vous êtes comme américaines, Étienne Chouard. qu'elles soient américaines. Tout à fait. Là-dessus, Ah ouais. je trouve toujours les réflexions d'Étienne Chouard tout à Ouais, mais fait il n'y a pas lumineuses. d'autre système. Alors ça, D'ailleurs, à la rigueur, elles sont très, très largement inspirées de oui, Jacques mais Rancière. vous avez qui est un une meilleur système à proposer, François Non, mais Bégodeau? vous me dites que les élections étaient démocratiques. Je dis, comme toute élection, elles ne l'étaient pas. Mais après, revenons à Trump. Pourquoi elle n'est pas démocratique? Pourquoi l'élection en soi? Rappelez-nous. Non, mais Pourtant, vous avez beaucoup écouté oui, Étienne avec Chouard, Chouard, donc mais je on vous va laisse. pas rappeler le Peut-être vous avez béaba. peut-être une variante avec lui. Mais vous savez déjà, les élections reposent sur la délégation. Voilà, La on délégation est des repose. représentants, c'est ça. Bah ouais, donc on va pas répéter Non, mais c'est pour les gens qui n'auraient la peut-être pas leçon vu l'émission. qui est fondamentalement une leçon de Jacques Rancière ou de Castoriadis, hein, avant même Si on Étienne peut d'ailleurs ne Chouard. pas trop parler d'Étienne Chouard, parce que ça m'a valu une convocation à la police Voilà, judiciaire. bah c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, cette Non. déconstruction du mythe démocratique que représenterait l'élection, elle a largement été faite avant Étienne Chouard, hein, par des gens comme Rancière, Castoriadis et bien d'autres gens avant eux, Élisée Reclus, parmi les anarchistes ou autres encore au 19e. Bon, mais indépendamment de ça, Trump a été élu, bon, ben voilà, dans les conditions, on lui a délégué le pouvoir, et maintenant il l'exerce. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité? Ah non, mais c'est vous qui êtes l'interviewé. Hein, Vous en pensez quoi? Parce que Ah non, je non, pense mais que moi, mais là, bien vous un essayez petit peu. de. Mais non, mais Ouais. ça, vous essayez Non, parce que encore moi, de ce que je m'envoyer pense dans de ce corner. Trump, c'est pas Ouais, étonnant. mais- Enfin, c'est pas, voilà. Mais moi, je n'ai pas à dire ce que je pense dans cette émission. Ouais. À la rigueur, je peux aussi être citoyen, avoir des idées, mais là, en l'occurrence, s'il vous plaît, Non, vous d'accord. n'allez pas me refaire le coup. Non, en revanche, petite parenthèse, j'aimerais juste sur Non, mais moi, Chouard. c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous entendre sur Eh ben, Trump, quoi. alors, on va faire une petite confession, Ouais. nous, hors antenne, Ouais. puisque les gens nous regardent, mais évidemment, ça nous arrive quand même de parler un tout petit peu avant de prendre l'antenne. Bon, apparemment, voilà, vous n'étiez pas au courant. J'avais eu le droit à une petite convocation à la police judiciaire après avoir reçu Étienne Chouard. Et là, vous m'avez dit un truc qui m'a, pardon, aussi étonné. On revient un instant, fait une digression sur Gaza. Ah oui, Donc, oui, d'accord, on est loin de Trump. Oui, là, on d'accord, est loin oui, de Trump, oui. mais tout se rejoint un peu, vous allez voir. Et vous me disiez que finalement, j'aurais vécu ce que des gens. Ouais. Vous avez eu un corps de gauche pendant Non, 2-3 heures. Mais parce que. Et moi, je vous dis que non, ils ne sont pas convoqués au Bono, à mes yeux. Elle n'a pas été convoquée à la police Mais non, mais vous judiciaire. Raphaël Arnaud, je ne m'en souviens plus. Mais vous avez un petit problème, vous avez un petit biais. Et Dites-moi. c'est dommage pour un journaliste. Ah, alors là, C'est qu'encore une fois, je n'arrive pas à vous convaincre définir peut-être. d'étendre Ouais. votre champ de vision de la chose politique. Vous êtes vraiment électoralo-centrique. Vous êtes très, très vectorisé par la vie des partis et la vie des élections. Ah oui, pardon. Donc, vous me parlez d'élus insoumis, au Bono, Arnaud. Très bien. Moi, ce que je vous dis, je vais encore vous donner des nouvelles, à la fois du pays de la gauche, mais aussi de la vraie politique. C'est-à-dire que là où les gens agissent, il y a de toute évidence depuis quelque temps, récemment d'ailleurs, une figure politique très à gauche qui s'appelle Anas Kazib, Oui, bien sûr. je veux dire, est l'objet d'un procès. Parce qu'il a dit un certain nombre de choses. Et oui, il faut se renseigner. Ce n'est pas dans les médias mainstream que vous entendrez parler de cette histoire. Donc soutien à Anas au passage. Mais il n'est pas le seul. Ça, c'est une figure plutôt en vue, Anas Kazib. Enfin, relativement en vue, parce qu'il est invité nulle part. Mais le nombre de militants de gauche, le nombre de militants écologistes, le nombre de militants de gauche radicale qui, depuis 5, 6, 7, 8 ans, ont été criminalisés, ce qu'on voit en ce moment, c'est une criminalisation de l'opposition de gauche radicale.
C'est vraiment ça il y a une espèce d'offensive qui a été très largement, qui a été très largement impulsée par Darmanin et que continue évidemment l'actuel ministre de l'Intérieur qui n'est pas exactement un gauchiste. Et voilà, c'est plutôt ça qui se passe dans la vraie vie. C'est Mais- indépendamment de ce qui passe à la télé, au Bono, machin. Dans la vraie François, vie, il y a une ce sont les militants de gauche radicale qui sont criminalisés, Il y a une petite subtilité qui sont que vous n'avez surveillés. pas relevée, c'est qu'à la différence de Raphaël Arnaud ou de Daniel Obono, en l'occurrence, moi qui ai été convoqué à la PJ, j'étais pas celui qui avait tenu les propos. Et c'est ça la petite variante. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de journalistes du camp. J'ai pas compris, vous n'aviez pas tenu les propos Mais non, pas qu'on du vous tout. Je reprochait. recevais Étienne Chouard D'accord. et j'ai été Mais vous dans le étiez cadre d'une responsable en enquête, tant que contenant. en tant bah, qu'à la fois oui. journaliste et directeur de la publication Ouais. de cette chaîne YouTube, ce qui me fait être d'une certaine manière co-responsable des propos tenus par l'invité que je reçois. Donc, ce qui est quand même, sur un plan journalistique, ça pose quand même un sujet. C'est-à-dire que moi, je suis, voilà, Ouais. mon ADN est là-dessus. Je crois que vous m'en faites crédit, c'est de donner la parole autant que possible à presque tout le monde. D'accord. Pas encore tout le monde totalement, mais presque tout le monde. Mais voilà, ce que je trouve pas normal, c'est qu'à un moment donné, bon, ça prouve que je fais pas trop mal mon boulot. Quand je reçois quelqu'un qui est à fond pro-Israël, c'est les gens anti-Israël qui me essayent de me pourrir sur les réseaux sociaux. Oui, Puis quand c'est l'inverse, c'est le jeu. c'est le jeu. Bon, bah voilà, là, la vraie particularité, c'est qu'on essaie de criminaliser ou judiciariser la parole politique, mais Oui. y compris pour les gens qui la donnent, quoi. Oui, oui, Ça. tout à fait, je suis d'accord. C'est ça qui était un vrai sujet. Non, alors pour revenir au wokisme, parce que vous n'allez pas vous échapper comme ça. Non, non. Bon, je parlais de Trump parce qu'évidemment, on sait que Trump, une des premières décisions qu'il a prises, je crois, c'est de dire qu'il y avait seulement deux sexes aux États-Unis, le sexe féminin et le sexe, enfin deux genres, pardon. Sur la question du genre, par exemple, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous allez ou pas, ou est-ce que vous exprimez là-dessus Alors, je vais répondre. Petite introduction d'abord. Pardon, hein, c'est pas mon Après, on idée parle de de faire. Macron. C'est pas mon idée de faire de la promo, mais dans le livre que je viens de sortir, Psychologie, il y a un autre texte qui s'appelle L'élixir woke. Et en fait, j'analyse non pas le wokisme en tant que tel, qui est un peu un truc assez improbable quand même à définir, mais pourquoi le mot a eu un tel succès. Il y a des mots, des fois, qui ont du succès. Ça a pris, quoi. Pourquoi Je veux dire, en 2015, personne connaissait le mot woke. Pourtant, il date il y a très longtemps, en fait. Hein. Le stay woke, dont c'est parti, ça date des années 70. Rester éveillé. Très beau mot d'ordre, d'ailleurs, rester éveillé. Et puis après, il y a eu le wokisme, tout ça, et ça, c'est à partir de 2015. Ça. En 2015, personne ne connaissait ce mot. On se demande comment on est En fait. 2025, ma belle-mère le connaît. Parce que ma belle-mère m'a récemment demandé, la compagne de mon père, m'a demandé à table, comme ça, elle est toujours charmante, elle me reçoit très bien, on s'entend très bien, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que le wokisme au juste, François? Voilà. Bon, donc en fait, le mot était arrivé jusqu'à ses oreilles, qui d'habitude ne sont pas très attentives à la chose politique. Et donc c'est intéressant la circulation de ce mot. Et pourquoi ce mot a très bien circulé? Parce que c'est un cadeau à la droite. Et c'est la meilleure façon qu'a trouvé la droite de ne surtout pas discuter ou avoir à répondre avec ce qui est son vrai ennemi. Et ce qu'elle a toujours identifié comme le camp ennemi et le camp véritablement dangereux pour elle, à savoir le camp communiste, au sens le plus littéral du terme, celui qui veut exproprier ceux qui possèdent. C'est ça la vraie inimitié, c'est ça que les bourgeois craignent depuis toujours. Et c'est ce contre quoi ils n'ont rien à dire. Alors comme ils n'ont rien à dire à l'hypothèse communiste, si ce n'est des trucs du genre l'URSS, millions de morts, mais sur le fond, ils n'ont rien à dire, parce qu'ils sont un peu pris la main dans le sac par le communisme quand même. Alors ils préfèrent détourner un peu l'attention, et ils vont un peu recolorer la gauche à leur manière, ils vont un peu la ridiculiser, ils vont aller chercher les éléments plus ridicules dans ceux qui se présentent comme étant de gauche, et ils vont appeler ça le wokisme. Et donc du coup, ils vont passer leur journée à taper dessus. Ce qui leur permet de ne jamais répondre à des intellectuels comme Frédéric Lordon, par exemple, qui écrit des livres comme Figure du communisme, par exemple, hein, ou à Bernard Friot, qui parle d'un salaire à vie. Vous voyez ? Ou à tout un tas d'autres intellectuels qui font un travail extrêmement intéressant et qui est un travail extrêmement de gauche et qui a constitué le capitalisme comme l'adversaire principal. Donc le wokisme a été le meilleur cadeau fait à la droite depuis 10 ans, et du coup elle sent comme un beau joujou, elle en joue beaucoup, elle s'en amuse depuis 10 ans comme ça, elle désigne toujours. Bon, Alors elle adore Sandrine Rousson. Je veux dire, les gens de Rousseau, droite, ouais. oui Rousseau, ils se lèvent le matin, ils vont tout de suite voir le fil Twitter, je ne sais pas comment on dit, de Sandrine Rousseau pour voir la dernière connerie qu'elle a dit, comme ça ils vont pouvoir faire l'actualité dessus. Et ça leur permettra, Elle leur dit quand même pas mal de ça leur conneries, permettra de ne pas parler des expropriations qui ont lieu en ce moment en Cisjordanie, ça leur permettra de ne pas parler du sort des salariés d'Arcelor. Je prends ces deux exemples parce qu'ils sont dans l'actualité. Donc du bon usage du wokisme par la droite. Ceci étant dit, vous vouliez qu'on parle de genre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. La vie des gens, la vie des individus. Il y a des individus. Il y a des individus dans le réel, vous en connaissez, j'imagine. Moi, j'en connais. Qui
sont nés avec un sexe féminin, mais qui ne se sentent pas femmes. Ou sont nés avec un sexe masculin et ne se sentent pas hommes. Il y a des gens comme ça. Ça génère chez eux un certain nombre de souffrances. Il y a des gens qui peuvent avoir aussi des troubles psychiatriques. Aussi. Je veux dire, un trouble n'exclut pas l'autre. On parlait de genre. Et permettez que je ne puisse pas parler de tous les troubles d'un seul coup, en une seule intervention. Il y a des gens comme ça et ils en souffrent. Si la communauté sociale peut se porter au secours ou porter assistance à ces gens qui souffrent de ne pas être nés dans le bon corps, en quelque sorte, pour résumer un petit peu synthétiquement la chose, eh bien pourquoi pas, la communauté sociale peut décider qu'on peut accompagner ces gens. Lesquels gens, peut-être comme la communauté sociale ne s'enquiert pas assez d'eux, se sont manifestés, se sont fait connaître sur la place publique. Comme il arrive que des ouvriers se fassent connaître sur la place publique pour dire, par exemple, nous souffrons. qu'un homme peut devenir enceint, par exemple. Mais tout de suite, voilà. Non, mais non, je caricature pas. Non, parce que c'est un vrai sujet. Mais si, vous caricaturez. Ah, mais si. Et vous faites un truc, parce que je suis en train de dire un truc qui est relativement implacable. Oui, grave. C'est qu'il y a des gens comme ça. Et donc, immédiatement, vous folklorisez. Là. Donc, avant de savoir, vous savez, en fait, 99,9999999 des gens. Non, mais c'est du pathos, là, pardon. Moi, je considère que c'est du pathos. C'est la vie des gens. On est tous d'accord. Personne ne va vous apporter la contradiction. Mais c'est pas du pathos. Mais alors, donc, du coup, vous devriez être comme moi derrière ces gens quand ils revendiquent de pouvoir changer de sexe. Et de pouvoir être accueilli par la communauté sociale le plus normalement du monde et ne pas être stigmatisé, ne pas être opprimé, ne pas être harcelé. C'est tout. Vous appelez ça du pathos, mais ce n'est pas du pathos, c'est la vie des gens. Non, mais quand on demande à un gamin de 12 ans s'ils sont garçons ou filles, excusez-moi, folklorisation de la position. Que c'est une folklorisation que de dire qu'un gamin de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peut ne pas savoir tellement ce qu'il dit à 8, 9, 10, 11, 12 ans. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai essayé de pointer, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord ? C'est une très bonne nouvelle, parce que dans ce cas-là, nous vous trouverons à nos côtés quand il s'agira de défendre ces gens qui souffrent. Mais vous me trouverez toujours, et je pense qu'on est là-dessus complètement d'accord, pour aider quelqu'un qui souffre. C'est l'essentiel. Tout le reste est folklore. Quand même, ça pose pas un sujet quand même de poser si la question de l'homme enceint, par exemple. C'est pas folklorique de poser cette question. Vous m'avez coupé. Oui, vous m'avez coupé, donc je vais finir ma phrase. Oui, mais je passais à autre chose. Non, vous m'avez coupé. Je m'en souviens maintenant que vous m'avez coupé. Donc je vais finir ma phrase, je vais la reprendre, puis je vais la finir. Les individus dont je viens de décrire la vie, et qui existent d'ailleurs de façon significative. Bon, c'est pas rien dans une société. 99,99999% d'entre eux n'envisagent d'aucune manière, quand quand ils font une transition d'homme à femme, de devenir des hommes enceints. Ils ne l'envisagent d'aucune manière. Donc, si vous voulez, en fait, ça n'est pas un sujet dans la vie. Ça n'est un sujet que monté en mayonnaise par la droitosphère pour pouvoir constituer un adversaire à sa mesure, c'est-à-dire à une piètre mesure. Et bien oui, c'est comme ça qu'il se passe. Mais c'est fou de rattacher ça, encore une fois, à un biais idéologique. C'est-à-dire que forcément, quand on ne partage pas vos opinions, on est de la droitosphère, pour ne pas dire fachosphère. Il ne vous a pas échappé que de mettre en avant ces exemples-là est quand même l'apanage de la droitosphère. Je connais même des gens qui sont, d'abord, qui sont, quelle que soit leur orientation sexuelle, par exemple. Il y a des gens, par exemple, sur le mariage homosexuel, vous savez qu'il y a même des gens d'orientation sexuelle homosexuelle qui ne sont pas forcément, ça vous aura peut-être échappé, pour le mariage homosexuel. Ça n'en fait pas pour autant des gens qui sont homophobes, ce serait difficile. Bon, ce que je dis juste, c'est que la réalité, et c'est pour ça que je renvoyais quand même à Trump, qui quand même a foutu quand même une sorte de coup de poing dans cette sphère wokiste. En fait, pas avec la plus grande finesse, je vous l'accorde. C'est pas un coup de poing qu'il a mis, c'est qu'il a posé ses couilles sur la table, parce que Donald, c'est comme ça. Donald, c'est viril, quoi. Donald, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit, moi, je suis un vrai mec, et puis maintenant, on est des vrais mecs, il y en a marre un peu des gonzesses de gauche, là, les gauchias, ces espèces de tapettes, et donc, on va quand même rappeler des évidences, et qu'il y a des hommes et des femmes. En fait, c'est ça son discours. Et c'est de ça que vous voudriez qu'on parle. Mais est-ce que c'est vous qui êtes un penseur, un intellectuel, justement, ce serait bien de vous entendre au moins un moment admettre des vérités qui sont des vérités physiologiques. Est-ce que vous considérez que, par exemple, d'envisager, c'est pas du tout folklorique, d'envisager qu'à un moment donné, un homme puisse devenir enceint, ça n'est pas possible factuellement. C'est-à-dire que quelle que soit la transition qui aura eu lieu, un homme restera un homme génétiquement, une femme restera une femme génétiquement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus au moins? Est-ce que juste c'est ça? Sur cette question... Et le wokisme a tendance à essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes sans jeu de mots. C'est-à-dire que de toute façon, on ne pourra pas changer des... Non, mais sur cette question C'est même au contraire. Sur cette question
qui vous obsède Tout m'obsède dès lors que je suis pas d'accord avec et vous. dont le caractère obsessionnel mériterait analyse, Ah voilà, ça, maintenant il faut dont psychanalyser le la caractère... chose. Mais pourquoi avez-vous tellement peur de perdre votre virilité? Qui vous a dit que j'avais peur de perdre ma virilité? Moi, je pense que c'est ça le fond du truc. Non mais là, on est... Parce que sinon, vous diriez pas autant de conneries. Mais c'est fou ça. Non mais, Donc non, moi, mais comme je moi, suis bon comme un mais, chrétien, mais quand j'entends un de mes semblables dire de telles énormités et de dire fixer, qu'il n'y a que deux genres. je termine ma Ouais. phrase, et fixer sur des problèmes qui n'en sont pas, je me dis, en fait, le problème est ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est mon côté bonté Ah ouais. chrétienne. Donc en fait, j'ai affaire à un souffrant. Ah ouais. Je n'ai pas affaire à un idiot, vous n'êtes pas idiot, j'ai affaire à un souffrant. Et je me dis, il y a un petit problème avec le viril, quoi. Donc il faut se mettre au clair avec sa virilité, les amis. Ça ira beaucoup mieux. Sur le sujet de, Bah, moi je vous de renvoie la, la question dans l'autre sens. sur le sujet de la transidentité, j'ai dit ce que j'avais à dire et qui seul m'importe. Il y a des gens qui souffrent. Et si la communauté sociale peut leur prêter assistance et considère que leur prêter assistance Vous ne avez met raison. pas Donc, en si un danger... jour je souffre ne met parce pas- que j'ai envie de devenir chaise, il faudra peut-être me greffer une chaise, parce qu'il y aura une probabilité. Bonne blague de Bah, droite, non, ça. mais- Bonne ah, blague de blague droite. de droite. Humour de Ouais. droite, j'aime bien. Non, Mais non, non, j'aime bien, mais- j'aime bien, je suis assez Non client. mais voilà. Ouais. Bon, je suis un Très bien. scarabée, de toute Oui, façon, oui, voilà. mais ça, caricaturer la position, parce que la position elle-même, vous n'avez rien à dire contre. C'est pour ça que vous la caricaturez. Non, mais C'est c'est un intéressant. procédé qu'on connaît bien. Et moi, je dis, vous êtes logique par rapport à Ouais. votre positionnement politique. Voilà, c'est fou. Non, C'est non, une sorte en de... fait, Non, mais c'est fou. mon positionnement, je pense que vraiment, si vous m'écoutez bien, Ouais. vous remarquerez qu'en fait, moi, j'ai une seule ligne. C'est toujours qu'est-ce qu'il en est de la vie des gens et comment ils ressentent, comment ils se sentent dans leur corps. Je vous ai parlé de Mais- comment se sentent actuellement les gens de Cisjordanie. J'insiste bien sur Ouais, la mais Cisjordanie vous parce pouvez que je pas trouve faire qu'on n'a pas l'amalgame passé. avec la Cisjordanie, Comment se là. sentent actuellement les ouvriers d'Arcelor? Comment se sentent actuellement des gens qui, nés avec un sexe féminin, se sentent hommes? Il n'y a que ça qui m'importe. D'accord. Mais vous pouvez admettre qu'il y a des choses qui malheureusement on ne peut pas changer dans la vie aussi. C'est parfois triste, mais Mais la transidentité, ça existe. Moi, je connais D'accord, des bah, gens, voilà. je connais des gens qui ont opéré une transition et qui, après avoir été malheureux pendant 30, 40 ans, sont ce que je très connais- malheureux et le regrettent pour certains. en tout cas, moi, j'en connais un certain nombre qui, du coup, sont absolument soulagés, libérés et se sont octroyés une sorte de deuxième vie. Ça existe. Que Et certains, vous savez d'ailleurs, quoi? Ce qui nous s'en mettra trouvent d'accord tous malheureux, les deux, c'est de toute étonnant. façon, j'ai prévu de recevoir prochainement quelqu'un qui a fait une transition de genre. Et je pense que ce sera la personne la plus légitime D'accord. pour parler de ça beaucoup plus que moi et que vous. Mais sans si doute. je peux me le permettre. Mais si je peux me mon cher permettre, François. c'est vous qui avez Oui, décidé parce qu'on en parle aujourd'hui. Bah, parce que je considère que c'est un sujet. Donc vous manquez pas d'air. Donc Non. vous manquez pas d'air de me dire qu'en fait, Non, au moins, c'est comme si, ce que vous venez de dire, c'est comme si moi je vous ai dit non mais Eric, moi je tiens à dire quelque chose. Je voudrais parler de transidentité. C'est pas ce qui s'est passé. C'est vous qui avez mis ce sujet sur la table. Et maintenant vous allez me reprocher de ne pas être le premier Je vous concerné. reproche rien du tout. Bah, je me suis permis bizarre. juste d'apporter une petite contradiction. Et donc cette Suite à personne en quelques transition, j'imagine que du coup elle est très épanouie maintenant. Bah écoutez, je lui poserai la question. D'accord. Et je pense qu'il y aura Moi, un je vrai sens que- sujet. Mais non, non, pas, contrairement à ce que vous imaginez, pas du tout. Peut-être qu'elle elle ira pas dans mon sens. Ah Mais, d'accord. non, Bah, non, très pas bien, du bravo pour votre Mais, ouverture d'esprit. mais c'est voilà. Bon, on continue. On sera. Et d'abord, on n'a pas à être d'accord ou ne pas être d'accord. Non. C'est pour ça que Non, mais ce qui ne pas être m'amuse aussi, pardon, et je le prends plutôt comme presque quelque chose d'affectueux de votre part, c'est que à chaque fois que je vous apporte une contradiction, n'essayez pas de me faire forcément exposer mon opinion sur le sujet. D'abord, ça m'intéresse, avec tout le respect que je Oui, mais porte à du mon coup, public, vous voyez, je pense que ça n'intéresse personne mais moi, de savoir moi, si je suis en souffrance par rapport à mon identité ou ma virilité. Vous non, voyez mais moi ce je que vous, veux dire moi, je Non, vous mais donne, c'est je sympathique, vous ai donné c'est mon amusant. hypothèse. Je vous ai donné mon hypothèse et je vous Mais- ai dit mon mode de raisonnement. Ouais. Quand j'entends des gens dire des aberrations, Mais- je me dis soit ils sont bêtes et je pense jamais Soit qu'ils ils sont sont de la bêtes. droitosphère, Soit c'est un ils peu ont, faible sur un soit plan ils ont un petit, Ouais, il y a un truc qui va pas, il y a de il y la a un truc à régler. droitosphère. Vous voyez Ouais. Et c'est ça qui est fou. Que vous pourrez, est-ce que vous acceptez parfois que vous Ouais. puissiez avoir de la contradiction de la part de gens qui sont idéologiquement Mais qu'est-ce peut-être. que je fais là? Bah non, puisque vous Bah, je- considérez que je ne suis pas du tout idéologiquement de votre camp. Mais Bah, c'est ce qui est fou, vrai. Ce qui est vrai. Bah, factuellement, c'est peut-être assez vrai. Mais Eh ça bah alors, n'empêche pas. bah donc non, j'ai raison, bah donc tout va bien. Enfin, Mais tout- il peut m'arriver d'avoir des gens qui sont, entre guillemets, pas de Ouais. mon camp, avec lesquels je puisse être d'accord. Vous voyez, vous pouvez me J'entends reconnaître bien. ça. Mais par Donc, exemple, je veux dire, qu'est-ce vous, que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on n'est pas Eh d'accord ben, avec on va vous, faire un petit test. c'est un relan. Non, mais encore une fois, On va va faire pas un aller petit- là-dessus. Bah, non, C'est puisque bien vous de en la parlez, droitosphère. puisque vous en parlez, Ouais. on va en parler vraiment. Donnez-moi un truc de gauche. À quoi vous adhérez? Un Non, truc on va de gauche. dire un truc mieux que ça. On va dire un truc dans le programme des Insoumis. Ah bah là, vous m'en demandez trop, là. Non, je Ah connais bah pas alors. tout le programme des Insoumis. Bah non. Mais vous connaissez peut-être un ou deux points. Vous avez dit ah ça j'aime bien. Ah bah, je vais vous demander, c'est quoi le programme fort, le plus fort aujourd'hui des Insoumis À part sur Gaza, je comprends bien, mais... Non, mais puisque vous avez Ouais. des trucs de gauche en vous, il est temps de le dire au monde entier. Non, mais
truc de Je vous gauche, laisse ça un veut petit dire peu. juste. Je Non, vous laisse mon temps de eh parole. ben, non, mais mon temps de parole, je vous le donne bien volontiers. Enfin, je pense encore une fois que les gens se contrefoutent de mon avis Ah, ce moi, soir. je C'est crois pas pour du vous tout, moi. qui viennent, ça j'en suis certain. Je crois qu'ils C'est sont, que ils sont tout vous oui. n'avez pas le monopole du cœur, pardon. Ça me Ça a rappelle été- quelqu'un, Bah oui, ça. moi aussi, c'est pour ça. Ça me rappelle une phrase. Bah oui, moi aussi, c'est bien Ouais, pour ouais, ça que je ouais. l'ai dite, cette phrase. C'est que je veux dire, parce que Mais où est-ce que j'ai c'est fou, prétendu, quoi. où est-ce que j'ai prétendu qu'il y avait du cœur dans ce que je disais? Je Non, vois mais pas. si, parce que tout à l'heure, comme vous faites le coup du mais il y a des gens qui Oui. souffrent, et donc chez vous, forcément, mais vous voyez, je suis entendu, vous êtes du côté des gens qui souffrent en volonté de Non, non, transition, pas et du parce tout. que moi, je ne serais pas d'accord avec vous sur le plan de la question wokiste et de la transition de genre à 8, 9, 10, Non, 11 mais on ans, s'est mis 12 ans, d'accord. ça voudrait dire On a, que on- je suis un affreux mais, mec d'extrême mais pas droite, du vous tout, voyez. puisqu'on s'est mis d'accord tous les deux. Bon, Puisque bah, quand je attendez. vous ai exposé la position de gens qui sont nés avec un sexe féminin et qui se sentent hommes et qui en souffrent, vous avez dit oui, ça existe. Oui, mais moi, je suis pas pour. Et tant qu'on peut les aider, aidons-les. Ah oui, mais le moyen de les aider serait pas forcément le même chez vous que chez moi. Mais, C'est-à-dire que moi, un gamin à 12 ans qui me dit je souffre, je mais pense c'est que je pas, suis une moi, je vous ai fille pas parlé de ces dans gens-là. mon corps Je vous ai pas d'homme, parlé de ces je gens-là. lui dis attends, Je ne vous ai pas je parlé lui de ces dirais gens-là. attends Je d'avoir. ne vous Oui, ai mais pas moi je parlé de vous en ces. parle maintenant. Oui, mais moi je vous. Eh ben, je vous en parle. Un gamin de 12 ans, puisque Oui, c'était le alors cas on aux va dire. États-Unis. Alors on va dire. Est-ce Ouais. que vous seriez pour que les soins que occasionnent Faites le attention aux comparaisons que vous allez la prendre. transidentité, la Ouais. transition, le changement de sexe, disons les choses comme ça, pour des personnes, disons, qui auraient plus de 25 ans, est-ce que le fait qu'on puisse rembourser ces soins-là, rembourser cette transition, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour des gens de plus de 25 ans. Alors, je serais potentiellement pour si le remboursement dans des cas semblables dans d'autres maladies était absolument Ah ben moi je suis équivalent. pour le remboursement de tout, moi vous savez. Donc Bon, voilà. bah, on Et est pour ça, il d'accord. faudrait que Oui, M. on est d'accord. Arnaud Donc d'abord, il lâche faudrait un que peu mes d'argent. lunettes mes lunettes et mes appareils auditifs soient remboursés. Bonne façon de Hein, contourner ma et question. d'être Non, folklorique non, sans vous doute. pourriez faire de la politique. Hein. Très, Je très vais y bon réfléchir. évitement. C'est vraiment, c'est Allez, passement de on jambes, parle de vous. C'est vous, François c'est du Beggodeau, Lamine Yamal en termes de qui êtes fin, quoi. l'invité ce soir. Un petit mot avant de parler de nouveau de la liberté d'expression. Si vous deviez résumer la politique d'Emmanuel Macron au terme de ces années j'allais dire de monarchie, comment vous le feriez? Il a été élu par des gens qui sont pro-marché. Il a fait une politique en faveur du marché. Les gens qui l'ont élu sont donc très contents de lui. Il a un électorat d'ailleurs assez stable. Et vous savez qu'il y a même des gens qui l'ont élu en voulant sans doute faire barrage au RN et qui étaient issus de votre famille politique. Ceux-là, mais vous là- leur dites quoi aujourd'hui? Là, c'est marrant parce que vous avez vraiment des fixettes, parce Non. qu'on avait parlé la dernière fois que je suis venu. Mais, Et ouais, mais déjà, pardon, tous les gens n'ont pas vu l'émission déjà, je précédente. vous avais dit que ça ne m'intéressait pas. Alors moi, je vais répondre dans mes termes, mais vous voyez, vous ne notez pas ça parce qu'il y a un grand angle mort dans Non, mais votre c'était il édition. y a 2 ans, François Beggodeau. J'aimerais bien pouvoir D'abord, finir mes vous auriez phrases. pu évoluer depuis 2 ans. Moi, je hein. pensais être invité ici et donc pouvoir parler. Eh bien, allez-y. Oui. Ben, C'est vous ce que je posez vous des ai dit questions. off tout à l'heure. Je vous ai dit, moi, je peux parler avec tout le monde, je peux aller dans tous les médias, y compris ceux que la gauche pourrait réprouver parce qu'ils sentent un petit peu le soufre, à condition d'avoir une plage de parole. Donc merci. Mais vous me posez des questions. Merci Vous m'avez donc- renvoyé la balle. Merci C'est pour donc ça que de je me pris un laisser peu de finir mes parole. phrases, sinon je ne viendrai plus. Mais Là, pour le j'en coup. J'en serais très malheureux. Donc j'aimerais bien finir mes phrases. Oui, j'ai dit, vous me demandez, c'est quoi la politique de Macron? Je vous réponds, avec mes mots à moi. Je vous dis, il avait été élu par les gens qui sont pro-marché, et donc il a fait une politique pro-marché qui a satisfait les gens qui l'ont élu. C'est ça le fait Macron. Mais pas que. Bah je vous si. réponds pas que. Le fait central, c'est ça. Le fait consistant, c'est ça. Et là, immédiatement, sans même enregistrer ce que je vous ai dit, qui me paraissait digne au moins d'attention, vous en allez tout de suite, ça y est, on est reparti sur la Champions League. C'est-à-dire Oui. les petits billards à 8 bandes électoraux avec les barrages et les pas barrages. C'est dommage parce que moi j'essaie un petit peu de Mais tirer c'est la pas vrai, conversation ce que je dis, à là. des choses un peu C'est pas vrai. structurelles. Non, mais on a le droit Et puis d'abord vous, de- vous êtes reparti dans... En fait, je sais pas, vous devriez être Alain Duhamel en fait, et pas faire des médias où on ait le temps de parler longtemps. Parce que vous êtes dans le commentaire de course de chevaux. Déjà, Alain Duhamel, vous n'en avez peut-être pas 2 heures pour parler, François. Tout à fait, c'est bien pour Donc, ça que je suis là. Pardon, je peux au milieu de ces 2 heures essayer d'en placer une. Je vous dis juste que, pardon, encore une fois, je trouve que ces gens, pas comme vous, Bah, c'est pas sont moi. un peu sacrément gonflés Bah oui. aujourd'hui. Et là, je me fais presque le défenseur de Macron, c'est vous dire. Les gens qui aujourd'hui s'indignent de l'élection de Macron et de la dérive autoritaire de Macron, je trouve sont un poil gonflés quand ils viennent aujourd'hui nous faire la morale sur le côté droitosphère, tout ça, alors que ce sont ceux-là même qui ont permis l'élection de Ouais. Macron au nom du barrage Ok. anti-républicain. Vous êtes conscient que vous Barrage. êtes en train de parler de quelqu'un qui ne vote pas. Donc, pourquoi vous Ah me le oui. dites à moi? Moi, c'est pas de ma faute, moi. Non, mais C'est vous comme si vous me l'invitez, disiez, alors. oui, il Pardon, y a eu bah, des je vous fais inondations réagir, au non, mais je sud vous de fais réagir. l'Italie. Et Donc, Bégoulou, en vous gros, faites vous rien. prenez ce qui vous arrange quand ça vous arrange par rapport Non, mais à moi, la je m'en poli- fous de tout ça. ah Moi, bon, je bah, ne vote oui. pas. Bon. Donc, Non, moi, les barrages, pas barrages. En plus, par ailleurs, non seulement c'est un peu une fixette chez vous, mais en plus, comme souvent les Tout n'est fixettes. que fixette En chez fait, moi. d'avoir une fixette, ça Beaucoup de pose deux problèmes. Ouais. D'abord, il y a le côté répétitif. Bon. Et deuxièmement,
en général, quand on reste un peu bloqué sur le même truc, à un moment, le réel se Mmh. modifie et le truc sur quoi on est bloqué Mmh. est complètement périmé. Donc là, par exemple, vous savez, en 2027, la question ne va plus du tout se poser. Ah ben Puisqu'en fait, au deuxième tour, il n'y aura pas de barrage de personne et l'extrême droite va passer. En tout cas, le Rassemblement national, non, qui non, n'est mais pas d'extrême vous droite, le pensez qu'il y va a un vrai passer. risque? Alors, c'est une vraie question, là, Non, non, pour le mais coup, et elle a aucune tout est arrière-pensée tout est programmé. malveillante à votre égard de ma part. Est-ce que vous croyez qu'il y a un véritable risque, probabilité que l'extrême droite, comme Ouais, vous le dites, l'emporte en 2027? c'est possible, ouais, tout à fait. Et est-ce que, sans faire trop de jeux politiciens, est-ce que vous pensez qu'un duel face à l'extrême Ouais. gauche serait envisageable, comme beaucoup de Moi, gens m'en fous. Oui, mais à un moment, faut prendre ses coronesses. Mais Je veux dire, pardon, j'ai le droit quand même de d'accord, m'intéresser à certaines choses et pas à d'autres. Enfin, c'est quand même d'accord, ma liberté. C'est comme si vous me disiez d'accord. que ce que Bah, vous donc pensez vous en ce avez... moment Ouais. du Ouais, et championnat ceux qui votent pas, ils n'ont qu'un de droit, c'est de hockey fermer sur leur gueule gazon pour moi. pakistanais. Ben, Bah j'ai ouais, j'ai mais pas moi, d'avis, pour je moi, n'ai ceux pas qui d'avis. votent pas, à un moment, c'est le propre de... Alors tiens, ce serait intéressant Ah de bah vous je vais me donner... faire engueuler maintenant. Non, sur Moi, je passe un l'abstention, sale moment, non moi. mais Hein. sur les abstentionnistes, par exemple, je trouve Ouais. ça c'est un peu fort de café, quoi. J'ai répondu à ça dans mon livre sur les Oui, mais élections. Ouais. permettez que tout le monde n'ait pas lu tous vos livres et que tout le monde n'ait pas Comment vu ça? toutes vos Bah, émissions. je l'apprends. Non, bah, voilà. Donc Ah bah là, peut-être je que tombe pour des des gens nues. qui vous écoutent et qui sont intéressés, qui ne vous connaissaient pas, ne soyez pas méprisants pour mon public, s'il vous Pas plaît. du C'est tout. peut-être le vôtre d'ailleurs en partie. Aucunement, bah sinon je Euh, serais pas là. ben voilà. Et d'ailleurs, pardon, ça aussi j'en parlais avec Juan Branco. C'est assez marrant parce que je pense qu'une bonne partie du public qui m'écoute, et d'ailleurs je le prends très bien, et pas forcément aussi uniforme qu'on peut Ah l'imaginer. mais ça, j'en suis sûr. Et j'en suis même, enfin j'en ai la preuve. J'en suis convaincu. Donc je pense que justement pour la partie du public qui ne vous connaîtrait pas ou qui ne partage pas vos opinions, mais qui malgré Ouais. tout est très intéressé par vous écouter, parce que je Ouais. le sais pour les messages nombreux que j'ai reçus Ouais, mais je crois qu'ils en après. ont un peu rien à foutre que je leur dise que moi, ouais, je vois bien un candidat d'extrême gauche devant un candidat d'extrême droite. Moi, Non, je mais pense par qu'en fait, exemple, ils s'en si, foutent. Hein. par exemple sur l'abstention, moi j'ai Ouais. non, j'ai plein de gens que je connais qui m'ont dit maintenant on n'aura plus, je ne voterai plus. Oui. Et bien à un moment donné, il faut leur parler à ces gens-là, parce que je considère que Bah, ces moi, je gens-là, m'abstiens, moi, donc je vais pas les convaincre de plus bah s'abstenir. ouais, mais bon, C'est à vous de leur parler. Allez-y, je sais pas, bah, défendez les ben non, élections. parce que c'est pas à moi à défendre le système. Je veux dire, c'est à vous à un moment de proposer un autre système si vous en avez un de meilleur. Ouais. Mais à un moment donné, Mhm. voilà, ça veut dire qu'avec votre façon de penser, eh ben voilà, vous pouvez difficilement vous plaindre si vous permettez pas que des gens qui pensent ce que vous dites s'expriment. Non, mais ça m'intéresse sur un plan. Et si vous voulez bien me laisser en placer une, je vais vous dire ce que j'en pense. En plus, je vais vous offrir sur un plateau une transition. Ça va être la suite. Je crois qu'on fait une confusion en général, un amalgame et une confusion entre l'expression et l'action. La démocratie, pour moi, ce n'est pas le pouvoir de s'exprimer prioritairement, c'est le pouvoir d'agir. Donc moi, la démocratie, elle s'exerce là où les gens agissent sur leur vie, se donnent les moyens d'agir sur leur destin social, notamment. C'est ça la démocratie. Donc la démocratie, elle a lieu dans les mouvements sociaux, elle a lieu dans les collectifs qui se montent contre tel ou tel projet, par exemple urbanistique ou par exemple polluant, etc. Ça, c'est la démocratie effective et c'est celle qui m'intéresse. Et ce que je constate, c'est qu'en général, l'énergie démocratique d'une population donnée est très largement absorbée par ces espèces de leurres que sont les élections, où les gens ne feront jamais que s'exprimer, et en plus très largement déléguer l'expression à d'autres gens qu'eux, considérés comme plus sachants, considérés comme plus compétents, comme plus professionnels. Et ce sera encore une situation où ils n'agiront pas. C'était ça, en fait, ce slogan qui a été beaucoup moqué rétrospectivement et qui avait une grande intelligence au fond sous ses apparences un peu bourrues. Élection piège à con. En tout cas, piège. Le piège, c'était on va les occuper comme ça. On va les occuper comme ça, on va leur donner des segments comme ça de la vie, de leur vie, où ils pourront avoir l'impression de s'exprimer et d'être dans la démocratie. Et pendant ce temps, ils n'agiront pas sur leur propre destin. Et on a un peu trop habitué les gens à faire, encore une fois, un amalgame entre expression et démocratie. Mais l'expression est très très secondaire dans la vie démocratique. La vie démocratique, encore une fois, c'est le pouvoir d'agir directement sur sa propre vie. Donc c'est à ce titre-là que bon, je trouve que les élections sont un leurre, sont une sorte de comme ça d'absorbeurs d'énergie, lesquelles énergies pourraient tout à fait se réinvestir au contraire dans l'action. D'accord. Non, mais là, j'entends en effet la correspondance idéologique avec Étienne Chouard, mais bon, je trouve que malheureusement, à défaut d'avoir un système meilleur, à un moment donné,
refuser de participer au système, c'est quelque part aussi continuer de l'entretenir aussi. Parce que je vais même vous faire une confession. Vous voyez, moi récemment, j'ai fait une tribune où je m'indignais, sans nommer, de ces gens qui se revendiquent très patriotes et qui justement s'expatrient fiscalement à Londres, à Bruxelles et à d'autres endroits. Parce que je me dis, bah voilà, avant de s'indigner et donner des leçons en plus de démocratie et Ouais. de patriotisme, on vient dans la fosse se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est C'est vrai, juste tout à qu'à fait. un moment donné. Euh, François Belgodeau, sur les débats que Mais justement. je vous promets que vraiment, si, je l'avais dit à l'époque de mon livre sur les élections, mais je le redirai, si vraiment pour me racheter une bonne conscience, parce que là vous êtes en train de faire, pardon, un petit procès moral. C'est un petit procès moral, parce que c'est dire, oui, oui, ouais, bah vous dites ça, mais en même temps vous faites rien, c'est un peu facile. C'est un procès moral, c'est un petit sermon. Je vais répondre à votre sermon. Si pour se racheter une bonne conscience, et pour avoir votre, euh, comment dire, votre assentiment moral, ou votre validation morale, il suffit qu'aux prochaines élections, quelles qu'elles soient, municipales ou autres, je descende en bas de chez moi et que ça me prenne 3 minutes pour aller foutre un bulletin au hasard et que là, d'un seul coup, je deviendrai quelqu'un d'éminemment respectable à vos yeux, je vous promets de le faire. Non, pas au hasard, Ça celui qui est sera peut-être le moins inodore, loin. ça sera sans Non, douleur pour celui qui est le personne, moins loin de vous. ni pour le système, ni pour moi, mais au moins, vous aurez, Parce que j'ai vous êtes l'impression que d'accord qu'on ne peut pas être à 100% j'aurais d'accord. gagné votre Non, mais respect là, moral. je parlais même de manière générale. On ne peut pas être à 100% d'accord avec quelqu'un qui défend des idées politiques dans un parti. Je veux Non, mais dire, à ce un n'est pas mon moment. problème, moi. Moi, ce n'est pas Ouais, une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est le système lui-même que je trouve ouais. vérolé. Mais encore une fois, malheureusement, je serais preneur d'un autre. Mais c'était en effet l'essentiel de la discussion avec Étienne Chouard. Pour revenir, et ça m'intéresse sur un plan philosophique, les débats que vous aviez avec des gens comme justement Laurent Ozon, Pierre-Yves Rougeron, et encore une fois, je vous dis, je vous en porte crédit vraiment parce que je trouve ça bien. Qu'est-ce qui vous fait débattre avec ces gens-là, accepter de débattre là où peu l'acceptent? Qu'est-ce que vous en retirez? Quelle est la conclusion que vous en avez tirée? Pierre-Yves Rougeron, par exemple, qu'on a reçu d'ailleurs à maintes reprises ici. Je pense que, alors là, en l'occurrence, on parle de débats avec des gens qui sont quand même Parce affiliés qu'on a dévié sur la liberté à une d'expression. droite assez nationaliste. Voilà, c'est bien comme ça, c'est plutôt bien nommé Encore ou que pas? Pierre-Yves Rougeron, il est plutôt souverainiste, mais bon, pour Oui, moi. mais je pense que Oui, je vous l'accorde. le mot nationaliste ne lui ferait pas peur, je pense. Et Ozon non plus. Bon, l'intérêt de discuter avec ces gens pendant 2 heures, c'est évidemment pas de les convaincre. Je ne les convaincrai pas, ils ne me convaincront pas. Mais en revanche, d'essayer d'élucider nos positions et de les clarifier pour les gens qui nous écoutent. Voilà, moi c'est ça que j'essaie de faire avec eux, c'est vraiment au moins qu'ils clarifient leur position. Et alors éventuellement, moi je pourrais pointer des contradictions dans leur position, des choses comme ça qui me paraissent ne pas tenir debout. Ou pointer par exemple leur idéalisme, là où ils se piquent d'être du côté du réel. Moi j'essaierai toujours de mettre en avant le fait qu'ils produisent des fables. Bon, ben, ça va être ça, moi, mon travail devant ces gens-là. Et après, le spectateur tranchera. Il verra bien si ça a Des été audiences clarifié. Je pense incroyables, proches dans le cas de d'audience de Rougeron, mainstream. finalement, l'effet de clarification n'a pas été extraordinaire parce qu'il a avancé masqué. Il n'a pas abattu ses cartes. Parce que, je ne sais pas, il se considérait prêt. Il jouait à l'extérieur, comme on dit en foot. Il avait peut-être un peu peur, comme ça, de se retrouver dans une espèce de chaudron de gauche. Et donc, il n'a pas lâché les lions. Et du coup, il a avancé masqué. Donc, du coup, il était entre deux chaises. Et bon, je ne pense pas qu'il ait été très, très content de sa prestation de ce soir-là. Et Ozon, c'est un peu pareil. Hein. Je veux dire, il dit quand même des choses extrêmement radicales, je pourrais dire brutales aussi, quand il est livré à lui-même. Et là, bon, c'était un petit monsieur tout poli, bon, qui finalement, la remigration, bon, c'était pas forcément renvoyer tous les Arabes chez eux, c'était un truc plus cool, avec leur consentement. Voilà. Donc c'est vrai que ça serait plus intéressant si, comment dire, ils jouaient franc jeu. Là, il y aurait un vrai effet de clarification. Après, fondamentalement, vous savez, avec Aude Lancelin, quand on a monté l'explication, on appelle comme ça cette plage de parole, enfin cette plage de discussion, on n'est pas forcément très content de nous après ces émissions-là. Moi, je veux dire, l'émission avec Rougeron, moi, je pense qu'elle apporte pas grand-chose. Et l'émission avec Ozon non plus. Je pense que c'est des émissions globalement ratées. En tout cas, elles sont ratées pour la pensée. Moi, il y a la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à penser et qu'on arrive à faire penser ceux qui nous écoutent. Je pense que l'échange avec Rougeron, il n'avait pas un grand intérêt et je pense que l'échange avec Ozon non plus. La meilleure explication qu'on ait faite, et vraiment, je ne dis pas du tout ça pour dire qu'à gauche, on pense mieux qu'ailleurs, c'est pas du tout ça, hein, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je vais dire. C'était la dernière en date avec Vera Nikolsky, qui est une femme de gauche, avec
ouais, d'ailleurs, je pense qu'on ne serait pas exactement de la même gauche si on creusait, mais ce n'est pas le problème de gauche. Et surtout, elle était matérialiste, elle a écrit un livre passionnant, je l'avais lu, on a échangé, on avait quelques petits désaccords, et en même temps, on était quand même dans le même périmètre. Et là, j'ai trouvé qu'on avait produit quelque chose de vraiment fertile, quoi. Donc, en fait, les castings les plus oppositionnels sont pas forcément les meilleurs. Peut-être que, évidemment, c'est de la machine à produire du clash. Et ça, Internet aime beaucoup. Les marchands aiment beaucoup. Les marchands aiment le clash. Moi, mon truc, c'est plutôt, est-ce que ça va être fécond d'un Et point le de vue public aime intellectuel? bien le clash aussi. Vous Oui, savez, c'est comme quand vous m'aviez proposé, parce que Nab a dit des trucs sur moi. Oui, tout le monde me Bon, que parle je de vous. Dans que j'ai chacune pas de mes écouté, mais émissions, Daniel Conversano, ouais, Marc-Édouard Nab, oui, tout le oui, monde veut débattre avec vous. ben, je suis très flatté, mais en fait, moi, ces gens-là, j'en pense pas grand-chose. Vous en pensez quoi, par exemple, Ni Marc-Édouard pour ni Nab, contre. Nab, j'ai qui est un lu. écrivain quand même reconnu par ses Euh, pairs? non, 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 Oh, non, ça fait bah, 30 il ans a été qu'il édité n'existe chez plus. Gallimard, Oui, pardon. non, non, mais il n'existe plus sur la scène littéraire depuis très longtemps. Mais je sais pas, moi je l'ai pas lu depuis 30 ans, peut-être qu'il écrit des chefs-d'œuvre, mais je sais pas. En fait, j'ai pas d'avis. Et je ne sais même pas ce qu'il pense de quoi que ce soit, j'ai pas suivi. Donc je ne vais pas débattre avec un type. C'est pas un sujet pour moi, Nab, et je dis ça avec autant de respect que je dois avouer à un de mes semblables. Premièrement, donc on ne débat pas comme ça avec n'importe qui, n'importe quand. Puis ça aurait donné quoi? Bon, lui, il aurait fait ses bons mots, parce qu'il est un peu comme ça, Nab, il aurait fait un peu son D'Artagnan, Bah, vous aussi un peu il quand aurait même. Vous voulu en faites des bons ferrailler. mots. Et Non, ouais, moi c'est ça pas m'intéresse pas. insultant de dire ça, hein. Ça m'intéresse pas plus que ça, en D'accord. fait. Je pense que non, je pense que produire du clash, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, non. Et c'est vrai que vous avez vraiment un profil singulier, quoi, au milieu je veux dire, des intellectuels, puisque en tout cas, on vous définit comme tel. Et je pense que c'est vraiment à mettre encore une fois à votre crédit, parce qu'il y a peu de gens issus de la gauche qui acceptent comme ça de débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez, par exemple, vous parlez d'une émission comme Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais. Vous y étiez, je suppose. Ah oui, oui, j'y suis. Alors, ce soir ou jamais, je n'y allais pas beaucoup pour une raison simple, c'est que moi j'ai toujours le même truc, hein, je l'ai fait 2, 3 fois, au tout début d'ailleurs. Non, et moi j'adorais la regarder, mais pas la faire, parce qu'on était trop nombreux. Moi je supporte pas que ma langue, enfin mes interventions soient saucissonnées et devoir attendre. Déjà par une En personne. plus, c'est vraiment moi j'ai une conception assez sportive de la pensée orale, et je pense que c'est vraiment une gymnastique. Et En franchement, éloquence, vous la êtes meilleure imparable. façon que les gens ne produisent pas de l'intelligence quand ils parlent, c'est de leur donner un dispositif comme ça. Parce que quand vous avez une prise de parole toutes les 20 minutes, et qu'en plus la prise de parole est dure, chez Tadei, c'est vrai qu'on avait le temps de parler, plus qu'ailleurs, mais ce n'était pas top non plus. Et bien en fait, vous n'êtes pas chaud. Vous ne prenez jamais le temps de chauffer. Moi, je le vois bien quand je fais des entretiens comme celui-ci. Parlons de gymnastique un peu, parce que c'est vraiment important. Moi, c'est au bout de 20 minutes que je chauffe. C'est une vraie gymnastique. Au bout de 20 minutes, les phrases répartit. commencent à s'agencer, ça y est, le cerveau est un peu... C'est comme un footing. Bon. Et donc, non, moi je trouve que Ce soir ou jamais, c'est une émission qui a une grande réputation et elle est justifiée pour un certain point. Moi, j'ai jamais été ébloui par la qualité de ce qui s'y disait. Parce que je pense que ce n'est pas un bon dispositif pour que les gens soient au maximum de leur puissance intellectuelle. Voilà. Et donc, vous me proposiez off aussi de pourquoi pas passer à Bistro Liberté, qui est plutôt identifié quand même comme un périmètre très à droite, pardon de le dire, mais je crois que ce n'est pas complètement dévoyer les choses. Eh bien, moi, ne va pas du tout me gêner d'aller discuter avec des gens comme ça. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a trop de gens sur votre plateau, là. Il y a trop de gens dans ce Vous bistrot. n'auriez pas été à droit de réponse de Pollack? Ah non, 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 vraiment pas, quoi. Mais non, parce que là, c'est que du cirque, en fait. Et non, c'est pas intéressant. D'accord. Pour la dernière partie de cette émission, j'aimerais bien qu'on parle, là encore, c'est un lieu commun, mais bon, malheureusement, il est toujours d'actualité, c'est ce sujet de la liberté d'expression en France. Sur la liberté d'expression, est-ce que quand même, on le voit avec le succès, d'ailleurs vous en parlez dans certaines de vos déclarations, de vos écrits, le succès de Pascal Praud, de l'heure des pros sur CNews et d'autres émissions, et j'en passe, que le politiquement correct serait plutôt aujourd'hui l'apanage de gens de droite et non plus de gauche, ce qui n'était pas le cas avant. Comment vous expliquez qu'il y a eu cette balle? Attends, j'ai l'impression que vous avez fait un petit lapsus. C'est le politiquement correct est maintenant de droite? Non, non, je voulais dire le politiquement Ah, incorrect. vous voyez, pardon. je vous connais bien. Hein. Ouais, voyez. Waouh. Écoutez bien. Merci François. Vous voyez, je vous récupère des trucs, quoi. Ouais, en psychanalyse. Non, parce que je connais bien votre thèse. Je connais bien la thèse de tout, pardon, hein, des gens qui seraient à peu près de votre sensibilité. C'est que oui, Un joli lapsus d'ailleurs. les francs-tireurs maintenant, les incorrects, d'ailleurs vous appelez les incorrectibles, ce sont les gens de droite, alors que la gauche, c'est vraiment devenu des bien-pensants, moralineux. J'ai pas tort, François. Est-ce que je vous fais cet effet-là? Ben non, vous non, mais je ne parlais pas que de vous. Ben moi, les intellectuels de gauche qui m'intéressent et puissants, ils me font jamais cet effet-là. Non, mais ça m'intéresserait de savoir c'est quoi. Je Ils les sont trouve où les toujours autres François subversifs. Bégodeau La Gannerie, par exemple, n'est pas du tout un bien-pensant. D'accord, je m'excusais de ne pas le connaître.
Ah, Geoffroy de la Gannerie, Ouais, quand même. pardon. Oui, c'est quelqu'un Ouais, d'important à gauche, je le confesse. qui écrit D'accord. beaucoup de livres, très puissant. Je vais regarder. Oui, et puis il lisait un peu Lordon, et puis j'ai cité Friot tout à Ouais. l'heure, et puis plein d'autres. Enfin, je dirais tout un tas de gens qui écrivent, c'est pas des bien-pensants. En fait, vous parlez toujours de la même scène, en fait, la scène électoralo-médiatique, où là, évidemment, il y a des gens comme ça qui se baladent, qui se disent de gauche, et qui ne sont que des gens qui déversent de la morale. Voilà. Mais bon, les gens de droite aussi déversent de la morale. Hein. Je veux dire, Pascal Praud aussi, qui se vit comme un grand franc-tireur, il déverse de la morale à longueur d'émission. Hein. Je veux dire, il fait pampan cucu aux méchants délinquants. Ça, c'est de la bien-pensance aussi, ça, finalement, de dire oh là là, bah, dis donc, il y a de la drogue, il y a des dealers, c'est pas bien les dealers, il faut les mettre en prison. C'est très moral. Hein. C'est le bourgeois du 19e qui trouvait que la racaille des villes, la racaille ouvrière, il était temps que les forces de l'ordre s'en occupent, quoi, dûment. Bon, bah, finalement, moi, je trouve que la droite est restée fondamentalement bien pensante, puisque c'est le camp de la bourgeoisie et que la bourgeoisie, elle est bien pensante. Donc moi, je vois pas vraiment d'électrons libres à droite. Hein. Je ne suis pas très frappé par l'incorrection ni des intellectuels de droite, ni des élus de droite, ni des éditorialistes de droite. Hein. Moi, je trouve rien de sulfureux dans ce qu'ils disent, mais rien du tout. Blanche Gardin, après son sketch sur l'antisémitisme, enfin, elle a fait un sketch là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Oui, oui, oui. Comment y échapper? Bon, Euh, très bon sketch d'ailleurs. Très voilà. bon sketch. Bah, en plus, avec deux des meilleurs comiques en activité, Émeric Lomprey et Blanche Gardin, donc ça pouvait pas être mauvais.